La présentation de la Ferrari Luce dessinée par Johnny Ive et Mark Newson à la tête du design d'Apple durant des années génère un bad buzz mondial. Pourquoi tant de haine ? Le nouveau bolide de la Scuderia est-il plus une Apple Car qu'une vraie Ferrari ? Porte-t-elle les gènes des années de recherche du projet Titan abandonné par Tim Cook ? Ces réactions vives à l'encontre de la Ferrari peuvent-elles expliquer que le patron d'Apple ait choisi de jeter l'éponge malgré un investissement de 10 milliards de dollars ? Débat. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Comme toujours, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, continuez à nous soutenir, c'est important. Pensez à vos abonnés à la chaîne YouTube d'On refait le Mac, à nous retrouver également sur Apple Podcast et bien sûr rejoindre le club ORLM, le club VIP, la version premium de l'émission avec accès anticipé et coulisses. On salue ce soir les abonnés VIP d'On refait le Mac qui nous suivent en avant-première. Ce soir pour débattre, m'accompagne, il me fallait à mes côtés un journaliste, un grand professionnel de l'automobile, monsieur Cyril Drevet. Salut Cyril. Alors grand, je ne suis pas très grand, hein, Je me 1m73, mais journaliste automobile, certes. Et puis aussi, c'est pour ça que je vais être très partagé dans ce débat, parce que tu le sais, je suis fan d'Apple et j'ai quasiment tout en Apple chez moi. Je suis fan du Mac, je suis fan de l'iPhone. Donc là, ça va être intéressant, je pense. J'ai beaucoup de choses à dire comme vous. Ça va être difficile pour toi ce soir. Ouais. À tes côtés, comme chaque semaine, Laurent Pantanach. Salut Laurent. Bonjour tout le monde. Grand fan de Ferrari et non pas de Ferrari. Non, je ne suis pas fan de Ferrari. Il nous fallait aussi un vrai designer en duplex. Il a formé toute une nouvelle génération de designers dont beaucoup ont travaillé du côté de chez Apple, dont Jérémy Bataillou, membre français du collectif Love From, chargé de l'intérieur de la Luce. Monsieur Jean-Louis Fréchin. Salut Jean-Louis. Bonsoir, content d'être avec vous. Et toi, tu es la team Ferrari ce soir. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et je me rends compte que je ne vous ai pas proposé en préambule de cette émission de venir assister avec nous à la conférence des développeurs, la WWDC 26, car nous organisons ici au Village Bassy à Paris, dans l'auditorium ici du village en public, de venir assister en direct avec nous en public à cette émission. Le 8 juin à partir de 18h, n'hésitez pas à vous inscrire à cette adresse, contact@onrefaitlemacom, on compte sur vous, c'est important, et puis on passera un bon moment ensemble. Vous pourrez également participer à l'émission et poser des questions. contact@onrefaitlemacom. Bon, il est lui aussi la team Ferrari, mais il est aussi fan numéro 1 d'Apple. Ça tombe bien, le merveilleux, l'exceptionnel. On ne trouve plus de qualificatif pour le nommer. Monsieur Christophe Degrave. Salut Christophe, d'Underside. Salut tout le monde, moi je suis hyper content parce qu'on va parler Ferrari, on va parler Apple, on va parler tech, on va parler de plein de choses, donc je suis tellement content d'être avec vous. Et puis il y a mon copain Cyril là qui est aussi en plateau, Laurent évidemment, et notre ami Jean-Louis, donc c'est vraiment au top. On ne compte plus, c'est fini. Est-ce que Christophe, on peut dire la dernière fois qu'on s'est rencontrés, où c'était ? Allez-y, Allez, c'est parti, on s'est rencontrés au concert de Dorothée. Il y a peu et c'était de temps. top, c'était vraiment top. Récemment, rassurez-moi, c'est pas quand vous étiez petit. Non, c'était récemment, ouais. Nous avons un sondage ce soir à proposer à notre audience, mon cher Laurent. Ouais, Ferrari ou Apple Car, point d'interrogation. La Ferrari Luce divise les passionnés du monde entier. Pour vous, c'est une trahison de l'ADN Ferrari, 33,33%, on va dire. Le futur de la Ferrari 100% électrique, 22%. Une vraie Apple Car, 22%. Tim Cook a évité un flop, 22%. Vous êtes quel team, les amis déjà en début d'émission, tu voterais quoi, toi, Cyril ? Moi, je suis team Ferrari. Futur de Ferrari 100% ou trahison de l'ADN Ferrari ? Trahison totale de l'ADN Ferrari. Mais c'est même plus de la trahison, là. On va développer tout à l'heure. Juste en un mot. Laurent, en un mot. Aucun de cela. Aucun de cela. Jean-Louis, en Moi, un mot. Moi, je suis team design. Donc, tu considères que c'est le futur de Ferrari ou c'est une vraie Apple Car ? C'est plus large que ça, c'est un combat style versus design produit. Et Ferrari est passé du style au design produit, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, on a terminé l'émission. Merci, bonsoir. Christophe Degrave. Bonne soirée. Je pense que c'est une vraie Apple Car. Bon, très bien. On a une petite réaction sur Twitter.
On a, tout à fait, on a donc Leviero qui dit « Moi aussi, je suis persuadé que cette voiture est l'Apple Car ». Allez, gros plan sur la Luce qui déchaîne les passions sur les réseaux sociaux. Est-ce une Ferrari ou une Apple Car? On va essayer d'y répondre. Est-ce une Ferrari ou un Apple Car? Est-ce une Apple Car ou une Ferrari? En tout cas, j'ai rarement vu un buzz autour d'une Ferrari aussi... Enfin, c'est aussi négatif. Aussi négatif, hein, c'est moins qu'on puisse dire. La Luce, la voici, hein, c'est la première Ferrari électrique qui a été dévoilée à Rome la semaine dernière. Une voiture qui rompt avec le style classique de la Scuderia, beaucoup plus minimaliste que les modèles habituels de la marque, et qui a créé un élan de critique dingue, jamais vu sur l'histoire de la marque. D'autant plus qu'elle ne sort pas, on l'a dit en préambule, du design du cabinet de style, du centre de design de Maranello, mais d'un cabinet extérieur, un certain cabinet créé par Johnny Ive, le cabinet Love From, à celui à qui on doit la plupart des designs des produits iconiques d'Apple, l'iPhone, l'iPad, l'iMac et j'en passe, mais aussi l'Apple Watch. Que pensez-vous du style de cette nouvelle voiture qui a fait couler beaucoup d'encre? On est loin de la supercar classique aux lignes taillées à la serpe, chère à Pininfarina dans les années 60, 70 et 80, mon cher Cyril Hervé. Ah oui, clairement. Moi, je pense qu'on a tout simplement l'Apple Car. Elle est là, c'est-à-dire que Johnny Ive et son équipe, ils n'ont pas pu la fourguer à Apple, parce que Tim Cook a tout coupé. Et je pense qu'en fait, ils réutilisent ce qu'ils avaient prévu pour l'Apple Car. Je crois que c'est aussi simple que ça, parce que... c'est ça qui est très paradoxal dans cette histoire, c'est que moi, Apple m'aurait présenté cette voiture, ce design-là, avec un logo Apple dessus, je l'aurais trouvée fabuleuse. À part les perfs qui sont moyennes pour une voiture électrique de ce niveau, hormis ça, Apple me sort ça, je trouve ça super. C'est comme la Xiaomi, c'est comme la Xiaomi. Quand même. Non, mais Apple ne l'aurait pas sorti à $600 000. D'accord. Bien que les prix Apple, je vous rappelle, c'est quand même pas le bas du panier. Donc, la problématique, c'est que là, c'est une Ferrari. Et en l'occurrence, ce n'est pas une Ferrari. Et ce n'est pas, à mon avis, ce que doit faire Ferrari avec une voiture électrique. Jean-Louis, quelle est ton opinion? On sait que tu as une opinion plus tranchée, sans jeu de mots. Hein. Le style minimaliste, en tout cas, de la Luce, tranche vraiment avec l'imaginaire de Ferrari. Plutôt de l'exubérance, plutôt des choses assez spectaculaires, très italienne dans sa théâtralité et qui exprime la sportivité. Ils sont présents en F1. On anime une émission qui s'appelle On refait la F1. On est bien passé pour le savoir. Mais moi, j'ai essayé de prendre un peu de temps pour comprendre si Ferrari va chercher Johnny, c'est pas pour faire ce que Pininfarina ou les designers de Maranello savent très bien faire, comme ils l'ont montré avec la Roma, que je trouve absolument fantastique, c'est pour faire autre chose. Ce qui veut dire que Ferrari veut trouver un autre positionnement de produit. Et à partir du moment où on veut trouver un autre positionnement de produit, est-ce qu'on fait une voiture de course électrique et tout le savoir-faire de Ferrari, les moteurs, et notamment les moteurs V12, sont plus tellement en avance par rapport à ce que savent faire les Chinois. Est-ce que faire une Ferrari, c'est simple ou c'est compliqué? Nous, on s'est amusé à l'agence à faire une Ferrari électrique avec les outils d'IA. Comme l'IA prend les similarités, forcément, il copie les Ferrari et on a les produits chinois actuels qui sont très beaux, que tout le monde trouve très beaux, mais qui sont vraiment ce qu'on va voir en main, c'est de manière très facile. Et finalement, il faut faire autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? C'est une voiture plus grande, c'est considérer les nouveaux publics, les nouveaux riches, les nouveaux entrepreneurs, les nouveaux artistes qui se filment dans la voiture, pas en conduisant, mais en chantant. Et finalement, non, mais voilà, par exemple... Tu ne veux pas de selfie en conduisant, c'est ça que tu veux dire? Non, mais cette Ferrari, c'est plus une Rolls-Royce via Ferrari, une Bentley Continental via Ferrari qu'une Ferrari proprement dit. Donc, l'énervement, il est compréhensible, mais c'est vraiment une autre histoire qui commence. Et le luxe n'a pas le choix. Le luxe n'a pas le choix parce que les moteurs, ce qui faisait la différence de Ferrari, le sport, les circuits et tout ça, va changer. C'est pas une voiture de sport pour toi? C'est pas une voiture de... Non, c'est pas du tout une voiture de sport. Alors, si c'est pas une voiture de sport, on peut dire que c'est pas une Ferrari. Peut-être. Il y a des gens qui travaillent chez Apple. Jean-Marc Galli, pour ne pas le citer, qui dit on aurait dû créer une nouvelle marque.
pourquoi pas, je trouve ça intéressant. Et Johnny lui-même dit, j'en terminerai là, les amoureux de Ferrari vont être déçus parce que c'est une nouvelle page de Ferrari pour une nouvelle population. Et quand on veut changer, soit on fait une rupture violente, soit on y va doucement. La rupture violente, elle sert à créer l'adhésion chez les nouveaux fans, et puis finalement on perd les anciens, mais c'est ce que Steve Jobs a toujours fait chez Apple. Hein, alors on a 1 heure d'émission, Jean-Marie, donc rassure-toi, tu auras tout le temps de t'exprimer durant cette heure. Avant de donner la parole à Laurent, il y a Christophe, une réaction de Cyril en plateau. Ouais, déjà j'aimerais rectifier une chose par rapport à ce qui vient d'être dit. Quoi, ceux qui font des selfies dans le... C'est que c'est pas Ferrari qui a demandé à Johnny Ive, c'est John Elkann. Et c'est pas pareil. Exactement. Ça en dit très long, justement, sur peut-être le gros problème de cette voiture et de ce qui vient de se passer. C'est que John Elkann, pendant très longtemps, donc John Elkann, qui est un des propriétaires du groupe Stellantis en entier, puisque c'est un descendant d'Agnelli. Bien sûr. John Elkann et son frère Lapo Elkann, c'est une autre histoire. Oui, il y a eu quelques démêlés. John Elkann, pendant très longtemps, s'était juste contenté de gérer le groupe. Plutôt brillamment d'ailleurs, parce qu'elle a atteint des records en termes de... Ouais, alors la bourse lui a donné raison. Ça se discute. Moi, personnellement, je considère que Stellantis, c'est une pyramide de Ponzi, et depuis très longtemps. Ah, c'est-à-dire là, tu parles de Stellantis, tu parles pas de Ferrari. De Stellantis. D'accord. Non. Et Ferrari s'en est quasiment jamais occupé. C'était monté de Zemolo pendant très longtemps. Il y a eu plusieurs qui se sont succédés. Et là, d'un coup, avec le départ de Tavares à la tête de Stellantis, Elkann s'implique beaucoup plus dans l'automobile. Et là, il vient de se mêler des affaires de Ferrari, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment eu déjà vraiment la fibre automobile. Avec son frère, ils étaient plus sur le fashion que sur l'automobile. Oui, c'est plus un homme d'affaires, quoi. Oui, voilà. C'est un financier. C'est le fashion, lui, c'est un financier. Comment il s'appelait, le commandateur, c'est ça? Non, pas le commandateur, c'était Enzo. Mais je ne sais plus comment il s'appelait, le renard argenté, je ne sais plus comment l'appelait son grand-père. Exactement. Qui était Agnelli, tu veux dire. Agnelli, mais qui était un très... L'avocato, voilà. Exactement, qui est un très grand malin. Qui a dirigé aussi la Juventus de Turin, et j'en passe, c'est des meilleurs. Etc. Et là, le designer officiel de Ferrari l'a avoué, même pas à demi-mot, il l'a avoué. D'ailleurs, au moment où il le dit, on sent qu'il y a un petit... Dans sa gorge, il y a un petit... Trémolo. Un petit trémolo. C'est John Elkann qui a dit... Pour cette voiture, on va prendre Johnny Ive, on va prendre quelqu'un qui vient de la tech ou d'un. Et voilà, je pense que c'est une erreur et que ça joue beaucoup sur cette histoire. Christophe, quel sentiment tu as? On voit quand même qu'ils ont essayé de mettre en place une filiation avec un capot, même s'il est très court, et des formats arrondis. Elle se caractérise aussi par certains détails qui rappellent l'historique de Ferrari. On pense notamment à l'arrière, à ces feux arrondis qui rappellent les voitures historiques également. Oui, bien entendu. On est loin de la Testarossa, ça c'est sûr que ça n'a rien à voir. Ah, on est très très loin, oui, effectivement. On est loin, effectivement, et pour plein de raisons différentes. De un, effectivement, comme l'expliquait Cyril, Flavio Manzoni, qui est en charge en fait de la direction du design de chez Ferrari, l'a exprimé qu'il était très étonné en fait qu'on confie à Jonathan Ive le design d'une Ferrari, alors qu'ils ont en interne tout un département de design en fait qui crée les voitures. Donc ça, c'était la première chose. Donc malgré tout, même si on parle de filiation, on s'en éloigne quand même un petit peu. Deuxièmement, ils ont fait le choix, avec ce package, en fait, avec ce positionnement des batteries, d'avoir ce positionnement des batteries sur le bas de la voiture, mais vraiment dispersé en fait, sur l'ensemble du plancher. Jean-Louis, tu me diras si j'ai tort. Ce qui fait que ça augmente la taille, proportionnellement, la taille du véhicule, ça la fait plus haute, alors que ce n'est pas un SUV. Donc ça veut dire que quelque part, tu te retrouves avec une espèce de berline GT qui est haute, qui rappelle un peu Tesla,
Et c'est C'est une difficile 5 du places, point de vue c'est d'un... pas du tout dans les ADN de Ferrari non plus, à part le SUV qu'ils avaient sorti. Même une Model S, c'est Et- plus bas. Et effectivement, il a raison, Christophe, parce que par exemple, sur la Taycan de Porsche, ils n'ont pas fait cette erreur. C'est-à-dire que. La voiture est très ramassée. Et très ramassée parce qu'ils ont ils ont reculé les batteries pour laisser des espaces pour les pieds, pour que donc les sièges soient plus bas. Et donc, ça fait une voiture plus basse. Que là, ça fait une voiture qui hésite entre un SUV et une berline. Donc, en clair, pour beaucoup de détracteurs de cette voiture, elle ressemblerait plus à une Apple Car qu'à une Ferrari. Le site Automoto s'est notamment amusé à modifier la Ferrari comme si elle sortait de Cupertino. Regardez, en remplaçant le cheval cabré par un logo Apple. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Et d'ailleurs, ça a inspiré, regardez, Del Seigneur des Cinco, cette image où il s'est amusé à décliner la Luce comme s'il y avait plusieurs générations d'iPhone. Et c'est avec les améliorations incrémentales, on voit les feux arrière, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Christophe, qui évolue de génération en génération, comme si c'était un iPhone. Laurent, tu n'as pas entendu, ce qui a beaucoup fait réagir aussi, c'est un point bien précis, c'est la couleur biton qui est un peu particulière, c'est cette démarcation du noir. En plus, elle n'est pas arrivée en rouge, elle est arrivée en bleu, ce qui est un sacrilège pour un ferrariste. Et puis, on voit une forte démarcation de l'habitacle. Ils ont voulu vraiment démarquer ça. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, qui est un observateur attentif aussi de ce genre de produit? Déjà à la base, juste quand même pour mettre les choses au clair. Pour le dire, je suis pas un hyper grand fan des dernières Ferrari. Taillé à la serpe. Ouais, non mais tu vois, alors Christophe me dit oui, il y a quelques modèles ronds, effectivement, il y a un ou deux modèles qui sont plutôt. Elles sont toutes rondes. Non, elles sont pas rondes. Elles sont toutes rondes. Mais j'aime pas, tu vois, la Starossa, elle est pas très ronde. Non mais Et d'ailleurs, Laurent, tu as raison, parce que ce qu'on oublie, on a dit tout à l'heure que c'est la première fois qu'une Ferrari fait autant de débats. Non, il y a la F80 juste avant, la dernière F80 qui est la dernière hypercar de Ferrari. Moi, le premier, quand elle est sortie, on n'est pas super fan. Donc tu as raison. Après, Cyril, le truc, en fait, c'est que la F80, si tu la regardes en photo, effectivement, tu as ce sentiment qu'il y a quelque chose qui passe mal. Mais par contre, quand tu la vois en vrai, c'est un truc de dingue. Cette voiture est exceptionnelle en vrai. Il faut vraiment la voir en vrai, quoi. Alors, je peux finir parce que du coup, j'ai parlé exprès pour pas. Non. Donc, à la base, je suis un vieux jeu et j'aime les modèles, j'aime les vieux modèles. Tu vois, la Testarossa, même la petite Testarossa. On l'avait revue au Grand Prix historique, on les avait vus. 348. La 148. Je vais aimer une 308, 328. Ces vieux modèles-là me procurent quelque chose. La F40 a quelque chose à part. C'est pas une voiture. Tu vois, c'est un prototype. Supercar. Non, mais c'est quelque chose à part. Donc, c'est original. Mais les dernières Ferrari, je les trouve pas vraiment différentes des autres voitures de cette catégorie-là où elles se ressemblent un peu toutes. Tu prends une des dernières Lambo, tu prends un truc. Je trouve pour moi elles se ressemblent toutes. Ils arrivent pas on n'arrive pas à trouver. Donc du coup, la nouvelle Testarossa, elle est pas terrible. Non, elle est pas terrible non plus. Ouais. Pas terrible du tout même. Et là, je sors ce truc-là et je le regarde et je me dis je trouve ça étonnant. La couleur est étonnante, le bleu est assez étonnant et je pense que tu vas voir beaucoup de produits sortir avec ce bleu dans les semaines et dans les mois à venir. Donc ça voudrait dire qu'ils auront marqué et qu'ils auront joué à quelque chose d'inspirant, comme les Apple parfois quand ils sortent un produit où ça inspire. Et je me suis dit, mais comment c'est possible de sortir une voiture qui est aussi différente avec le biton, quoi. de ce qu'on trouve d'habitude. Et donc j'ai fait le même travail que Jean-Louis. Je me suis dit, et moi je pense que j'ai trouvé pourquoi ils ont fait ça. Mais pourquoi? Vas-y. En fait, cette voiture, elle a deux spécificités. La première, c'est quelle est la cible, et la deuxième, c'est comment elle a été conçue. Et contrairement à ce que fait Ferrari, où d'habitude ils partent d'un moteur et ils se disent tiens, on a un V12 qui fait ça, on a un V8 qui fait ça, on a un V10, on a un moteur qui fait ça, on a telle chose, on a tel segment, on a telle envie, on a Pininfarina qui a dessiné, le studio qui a dessiné un truc et on voudrait faire quelque chose. Là, ils sont partis de la cible, donc ils sont partis du produit, à quoi ils veulent répondre. Et ils veulent répondre à quoi? La cible, ce ne sont pas les adorateurs de Ferrari d'aujourd'hui. Et sachant que ceux qui les aiment sont ceux qui ne se les payent pas. Il y a très peu de gens qui aiment les Ferrari qui peuvent se les payer. Malheureusement. Okay, et donc la cible, c'est quoi? C'est les riches techniciens de la Silicon Valley qui ne supportent plus Elon Musk et qui ne veulent plus rouler en Tesla.
Donc, ça veut dire tous les patrons de la tech, ils pourraient rouler en Taycan, ils le font pas. La Taycan, c'est un flop mais parce que ça reste une voiture sportive. Ces gens-là n'ont pas envie de rouler en voiture sportive. Ces gens-là ont envie de rouler dans une voiture statutaire, l'écusson Ferrari, dans une voiture qui est classe à l'intérieur, 5 places. La Taycan, c'est 2 places. Ces gens-là, ils ont des enfants, ils ont des amis, ils montent derrière. Là, tu as 5 vraies places. C'est hyper confortable. C'est quelque chose, ils roulent avec un écusson Ferrari, dans une voiture qui est électrique. Ils s'en battent de la performance. C'est ce qu'a essayé de faire Lotus, ça marche pas non plus. Lotus n'existe plus. Aux États-Unis, ça existe plus qu'ici. Mais donc tu verras, statutaire, et je suis sur tu verras. Réaction sur X, regarde Laurent. Après, je donne juste la parole après. En fait, c'est Mig Municia qui dit réinterpréter le design de la Nissan Leaf 2026 pour Ferrari et Hive, c'est une sortie de route sévère. Ils ont perdu toute crédibilité. Quelle catastrophe. Je ne crois pas. C'est vrai qu'elle rappelle beaucoup la Nissan Leaf par sa couleur qui a été présentée il y a pas si longtemps. Hein, la Nissan avec exactement le même bleu et le biton. Une voiture électrique japonaise bien moins chère. Et d'ailleurs, nos amis de Nissan ont publié sur Facebook un petit message en disant merci, merci pour l'hommage donné à la Nissan Leaf, merci Ferrari. Pardon Jean-Louis, tu voulais réagir? Non, pour Nissan, ça fait doucement rigoler, ça leur fait plaisir à eux, mais franchement, c'est... Non, ce qui est intéressant, ça a été dit par Cyril, j'ajouterais quelque chose, c'est que les frères Elkann, contrairement aux designers et aux ingénieurs de Ferrari, savent vraiment ce que c'est le luxe. Le luxe qu'on côtoiera jamais. Et clairement, Ferrari, c'est une marque de voiture de sport de luxe. Ils veulent faire de Ferrari une marque de luxe. Donc ça, c'est important de le concevoir. Et quand on regarde le comportement des ultra-riches, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a des modèles qu'on connaît tous, les Rolls-Royce, qui sont parfois commandés dans des couleurs rose, jaune, pour montrer qu'on a de l'argent, on s'achète la voiture la plus chère du monde et on n'en a rien à faire d'en faire une voiture rigolote dont on pourrait se passer 15 jours après. Cette Ferrari-là, ça a été dit par Laurent, c'est vraiment une voiture pour gens qui veulent être transportés, éventuellement travailler, qui est ultra confortable, qu'on peut conduire. Il faut savoir que Johnny Ive, mais qui n'est pas luxe, elle fait pas luxe du tout. C'est ça le problème. L'intérieur. Non, mais même l'intérieur, je suis désolé. L'intérieur, il fait Apple. On est d'accord. Et Apple, c'est pas luxe. Apple, c'est premium. C'est pas la même chose. Et en auto, c'est très différent. Une Bentley, regarde l'intérieur d'une Bentley, ça, c'est luxe. Mais ces gens-là n'ont pas besoin. Encore une fois, la cible, elle n'a pas besoin de luxe, elle a besoin de tech. Et donc, en fait, il y a ce rappel du vintage avec du vintage avec les cadrans et des fauteuils d'une qualité, des trucs. C'est ça qui est recherché. Jean-Louis Christophe. Oui. Notre ami Johnny Ive, il roule en Bentley. Il en a plusieurs. Des continentales, des plus classiques, etc. Et par contre, le luxe anglais de son arrière-grand-père, ça l'intéresse pas. Donc le luxe a le droit d'évoluer et les codes du luxe, alors c'est compliqué, Jaguar nous a montré que c'était pas si simple, mais les codes du luxe peuvent évoluer également. Alors là où Jaguar s'est trompé, c'est qu'ils ont une architecture de voiture classique avec des moteurs électriques, un long capot qui sert à rien, etc. Et puis le public montré, ce que Ferrari n'a pas fait, ils ne sont pas idiots. Le public montré par Jaguar, par des publicitaires, elle n'a rien à voir avec les gens qui peuvent payer ce genre de voiture. Donc on était plutôt au Cirque Medrano que vraiment dans l'univers automobile de luxe, avec un programme qui restait qui était celui d'une voiture tout à fait exclusive de personnes ou 2+2, etc. Là, l'offre de la Luce, c'est une offre intelligente, c'est complètement autre chose. On a de l'espace, on a du confort. Oui, la question des packages, elle doit être creusée, comme en parlait Christophe, parce qu'on aurait pu être un peu plus bas, etc. Mais bon, les Bentley sont assez hautes. Est-ce que les batteries sont comme ça parce que Ferrari n'a pas les moyens d'avoir un pad, comme on dit, de batterie en programme versatile pour ses autres modèles? Pourquoi il n'a pas alors le T, on peut l'expliquer, trop de poids à l'arrière, plus assez de batterie devant, donc une répartition des masses mauvaise. Il y a Laurent Schmitt, pour le citer, un designer super. Sa vidéo, il faut voir sa vidéo, elle est exceptionnelle. C'est la meilleure vidéo que j'ai vue sur le sujet. Il l'expliquait très clairement. Donc c'est des choix, c'est des compromis, et à un moment les choix, c'est lié au positionnement initial.
l'ultra-luxe pour Elkann, la vision de l'automobile de Hive et de Mark Lewson qu'il ne faut pas oublier, parce que l'extérieur, c'est Mark Lewson qui avait fait la Ford. Vous vous souvenez, cette petite voiture un peu jouet en Ford, dont certains codes... non, pas la K, c'est une Ford Concept Car qui oui, exact. La C, la Ford C, je ne sais plus combien, et qui est très jolie, mais qui est un peu toy. Mais c'est aussi une forme d'expression des designers produits qui ne sont pas des stylistes. Les Ferrari qu'on aime tous, et que j'aime aussi, notamment les anciennes Pininfarina, ce sont des sculptures dans lesquelles on rentre par terre. Enfin, il y a une photo très connue d'un musicien célèbre, je ne sais plus, c'est Bob Dylan, je crois, qui rentre dans Johnny Cash, qui rentre dans une Ferrari en étant par terre. Non, c'est pas ça. Et qui rampe dans la voiture, et pour en sortir, pareil, il rampe comme un lézard. C'est ce que moi, c'est le point que je voulais ajouter de tout ce qui a été dit. Je suis d'accord, le package, abaisser, faire le T, mettre les pieds, faire de la place au-dessous pour les pieds et tout ça. On est d'accord. Mais ces gens, ils s'en foutent. Ils ont envie de s'asseoir dans des voitures américaines. Une voiture américaine, c'est haut. Non, mais ils ont envie d'avoir une voiture. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'ils ont envie d'avoir une voiture ils ont quand même un statut social. Mais ils l'auront avec le logo Ferrari. Exactement. Mais ils l'auront avec le logo Ferrari. Oui et non. Non, Laurent. Là, je suis pas d'accord. Justement, c'est le problème de cette voiture-là. Et où je voudrais rajouter et où je suis pas d'accord avec Jean-Louis, c'est que et on l'oublie. Mais Ferrari vient déjà de faire une énorme rupture et ils l'ont réussi de façon incroyable. Cette rupture, c'est le Puro Sangue parce que jamais Ferrari n'aurait dû sortir un SUV. Le premier SUV de Ferrari. Le premier SUV de Ferrari. Et quand ils ont annoncé un SUV, j'étais le premier à faire des bonds en disant mais c'est un scandale. Déjà, on a perdu Porsche avec le Cayenne, maintenant on perd Ferrari avec. Et quand ils ont dévoilé le Puro Sangue, j'étais par terre. Je ne pouvais pas imaginer... J'étais en PLS, exactement. Je ne pouvais pas imaginer qu'on fasse un SUV aussi incroyable. La preuve, c'est que tu as vu, même Xiaomi, il s'en inspire. Donc, ils ont déjà réussi une rupture. Donc, ça veut dire qu'on peut faire une rupture en étant consensuel et en plaisant autant à des nouveaux clients. Parce que, apparemment... Alors, Ferrari dit que le Puro Sangue, c'est 70% de nouveaux clients. Ce qui me paraît un peu bizarre, puisque pour acheter un Puro Sangue, il faut avoir déjà acheté 3, sinon tu n'as jamais un bon de commande. Si tu n'as pas déjà 3 Ferrari, tu n'as pas le bon de commande. Donc c'est un peu bizarre ce chiffre. C'est un peu bizarre ce chiffre, mais soi-disant que c'est 70% de nouveaux clients. Donc tout ça, ils l'ont déjà réussi. Donc pourquoi faire ça sur l'électrique? Ils auraient pu réussir le même passage. Jean-Louis, il y a une réponse très court et après on laissera la parole un peu à Christophe. Mais vas-y. Il y a une réponse très simple, c'est que pour beaucoup de gens sur la planète, les Ferrari, c'est l'élégance absolue, mais pour l'autre moitié, c'est une forme de vulgarité et de show-off un peu limite. Non, ça c'est Lamborghini, Jean-Louis. Non, mais chez Ferrari, vous avez parlé du concept car bien moche avec ses rétroviseurs épouvantables. On est quand même dans des sculptures, on est quand même dans le fantasme de vieux messieurs à cheveux gris. C'est quand même un peu ça, Ferrari aussi, il faut le dire, faut le dire un peu. Et donc, évoluer, et Elkann, les frères Elkann, ils sont pas là-dedans. Ils sont pas comme Montezemolo, qui est la caricature. Mais c'est le problème. C'est le problème. Montezemolo, c'est l'ancien patron de Ferrari pendant c'est bien le problème. Une quarantaine d'années. Ouais. Mais si on veut changer Ferrari, il ne faut pas écouter Montezemolo, il faut juste faire l'inverse. Mais pourquoi changer Ferrari? On n'a pas besoin de changer Ferrari. Pour avoir des voitures comme ça, on a 100 marques chinoises pour nous sortir cette voiture-là. On a Apple, on a des... simplement. Mais si on ne change pas Cyril... Pourquoi si on ne change pas Ferrari va mourir parce que les V12 et les moteurs atmosphériques vont disparaître et Ferrari n'est pas meilleur en moteur électrique. Ferrari a négocié. Ferrari fait partie des constructeurs qui ont négocié justement d'échapper au ban de 2035. Ils ont le droit de continuer de faire des moteurs thermiques même après 2035. Donc ça n'a aucun sens. Si la guerre en Iran continue et qu'il n'y a pas de pétrole, cette voiture n'a aucun sens. Ban, mais du pétrole, il y en a pendant des milliers d'années sous la terre. C'est dire ça. Ouais, alors j'ai vraiment beaucoup de trucs à dire sur tout ce qui a été dit. C'est de condenser. Oui, de 1, Ferrari est une marque de luxe, c'est déclaré, c'est dit par les dirigeants, c'est sûr et certain, c'est pas une marque de voiture sportive, c'est une marque de luxe, ça c'est sûr. La deuxième chose, c'est que, comme le disait Cyril, Ferrari a fait plusieurs révolutions. J'ai pas rêvé quand même, Christophe. Quoi ?
la Scuderia Ferrari en F1, la plus vieille écurie du plateau de la Formule 1. Oui, c'est quand même assez sport. C'est quand même assez sport. Bien sûr. Bon. Et bien sûr, mais voilà, c'est une chose, il le déclare comme une marque de luxe. D'accord. La deuxième chose, c'est que c'est pas la première révolution que fait Ferrari ces dernières années. Entre autres, Cyril, tu citais le FUV de chez Ferrari. Il y a aussi le moteur V6 hybride en fait de la 296 qui a des formes incroyables, qui reprennent en fait l'histoire de Ferrari et que tout le monde aime alors que c'est un V6. Donc Ferrari arrive à transformer sa marque, c'est pas un souci. Troisièmement, Ferrari aujourd'hui est l'une des marques automobiles les plus riches au monde et c'est la marque automobile qui fait le plus de marge sur l'ensemble de ses modèles. En en vendant pas beaucoup, mais c'est quand même un truc de dingue ce qu'ils arrivent à faire. Et leur principal concurrent Porsche, tu as raison, et leur principal concurrent Porsche se casse les dents en passant et a fait fondre sa marge à cause de l'électrique. Donc c'est quand même fou que Ferrari aille là-dedans. Dernier point, Christophe. Et alors, dernier point par rapport à ce que disait Laurent. Certes, je comprends bien la vision de Laurent qui dit que le persona, c'est le gars qui est millionnaire ou milliardaire et qui travaille dans la Silicon Valley et qui est un peu woke et qui veut sa Ferrari. Mais en réalité, le luxe, c'est la reconnaissance globale par autrui d'abord. Et aujourd'hui, si Laurent achète par exemple une Ferrari Luce, la première chose que les autres vont faire quand il va en sortir, c'est que les autres vont se dire il a dépensé beaucoup trop d'argent et il va être moqué en fait par rapport au modèle. C'est ça qui va se passer. Donc tu n'as pas ce symbole social que représentent les autres Ferrari dans la Luce. Alors, on essaie de se repositionner sur le thème de l'émission, de savoir si c'est une Apple Car, savoir si une Ferrari, c'est une chose. Moi, ce qui m'intéresse, savoir si c'est une Apple Car. On se rappelle quand même, on refait le Mac. Très rapidement, Laurent, la première réaction sur Twitter de notre camarade Sébastien Coinon. On a Sébastien Coinon qui nous dit « Très bien, en rouge !» Oui, effectivement, quand on la passe en rouge, ça choque beaucoup moins. Une réaction, comme chaque semaine, très intéressante de Mano. Ferrari et Johnny Ive vont-ils privilégier la perfection tech au détriment de l'âme en imposant la rigueur Apple à une marque aussi passionnelle? Ive n'a-t-il pas oublié que le conducteur attend des sensations, pas une interface smartphone sur roue? Je ne suis pas d'accord non plus. Alors, vas-y, développe. Non, mais ce qu'on dit, c'est que Tesla, c'est un ordinateur avec 4 roues. Mais là, il n'y a pas vraiment d'ordinateur. Les tableaux de bord, ils sont ronds. On a gardé les tableaux de bord ronds. On n'a pas un écran carré ou rectangulaire au milieu qui ne sert à rien, qui est froid, qui donne l'impression d'avoir été posé. Il y a un truc qui est sensuel, qui bouge. Tu as une tablette au milieu quand même, hein, Laurent, avec une poignée comme dans les avions, quoi. Mais tu as une tablette avec des boutons. Il s'est rappelé qu'en fait, dans une voiture, putain, quand tu veux, si tu savais, moi, on parlait tout à l'heure de la Mustang. Dans la Mustang, quand tu veux couper le chauffage, la Mach-E, la Mustang électrique, et que tu veux couper le chauffage ou mettre le chauffage ou des embuées, c'est l'enfer. Quand tu veux faire quelque chose de rapidement, tu appuies sur 4 boutons. Mach-E, qui est d'ailleurs une des premières voitures qui a le même système, c'est-à-dire que le bouton, la molette, c'est vrai. La molette c'est vrai. est incrustée dans l'écran. C'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi, mais du coup, alors ça veut dire que vous êtes en train de dire, et je peux l'entendre parfaitement, vous êtes en train de dire qu'il faut que Ferrari fasse un virage. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Un virage tech. Non, j'ai dit que pour ce modèle, cette voiture, ils ont pris une autre cible. Et ils se sont dit, on prend pas de risques, on prend pas trop de risques. Et voilà, mais c'est aussi le problème alors. Parce que si tu prends un tel virage pour ce modèle, effectivement, une voiture électrique, c'est une voiture très tech. Pour moi, même si c'est un peu du Apple dedans, et c'est vrai que on a l'impression d'avoir le bouton de l'AirPod Max et de l'Apple Watch Ultra je sais plus, c'est sur l'écran, je crois. Mais ils sont pas allés assez loin, quoi. Parce que si tu veux faire un virage tech et si tu veux plaire aux jeunes Chinois, parce que c'est eux qui sont visés. Je ne vois pas qui d'autre peuvent être visés par cette voiture que les jeunes millionnaires et milliardaires chinois, qui, effectivement, se tournent un peu des grandes marques de luxe et comme Ferrari en Chine, parce que maintenant, ils ont une offre
ils ont une offre chinoise avec des Yangbang U9. Là, on l'a vu, BYD, ils ont encore sorti... Xiaomi, qui est concurrent direct d'Apple dans les smartphones, qui lance sa voiture, qui cartonne en Chine. Donc, OK, ils veulent grimper ça, mais dans ce cas-là, ils ne vont pas aller assez loin. Parce qu'en face, dans les voitures chinoises, tu as des écrans fabuleux à la Tesla, parce qu'ils ont bien appris de Tesla, les Chinois. Ils ont quelques ingénieurs en réserve. Et ils ont quelques ingénieurs en réserve. Ils ont de l'IA, ils ont une vraie tech. La tech que tu as dans les voitures chinoises, je peux te le dire, j'en ai essayé un certain nombre, c'est exceptionnel. Et là, du coup, s'ils veulent graber ces mecs-là, ils vont pas assez loin. Alors n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des réactions sur la chaîne YouTube, sur le talk, sur le chat. Je suis arrivé de YouTube. J'aimerais qu'on s'intéresse véritablement maintenant on a compris qu'on ne mettrait pas d'accord sur le design et le style extérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le design. Je te pose une question. Tu parles du design. Je te pose une question sur le design. On ne va pas y arriver à la fin de cette émission. Non, mais les amis. je vous pose une question. Faut qu'on leur dise quand même qu'on est virulent, mais c'est la passion. Hein. Exactement, c'est que du cœur. On s'adore tous. Non, mais j'entends ce que tu dis sur le design. Aujourd'hui, pour moi, toutes ces voitures de sport, elles se ressemblent. Tu vois ce que je veux dire? Tu la vois passer. C'est faux, Laurent. Mais non, je te dis juste que toutes ces voitures de sport, ça ne ressemble pas du tout à une Ferrari, qui ne ressemble pas du tout à une Pagani, à une machine. À une Pagani, à une GT3 RS de Porsche. Parce que Porsche, c'est la seule qui a un peu un style à part où tu la reconnais. Je suis d'accord. Celle-là, quand tu vas la voir, tu vas savoir que c'est ce modèle. Mais tout le monde l'a vu. Mais non. Mais oui. Même si tu enlèves le logo, tu sais pas que c'est une Ferrari. C'est bien là le problème. Même si le design a été avant tout guidé. Jean-Louis, mais très très rapidement pour qu'on passe à l'intérieur cette fois-ci, parce que la marque d'Apple elle est beaucoup plus présente par l'efficience avant tout. C'est l'obsession des designers. Hein. Oui, c'est d'abord répondre à un compromis complexe, un programme, parce que faut pas oublier que les Ferrari qu'on aime, c'est un programme 2 personnes au ras du sol. Là, le programme il est différent. Donc et répondre à un programme dans des contraintes aérodynamiques, dans des contraintes de gestion de forme, dans des contraintes de position de la voiture, de ce à quoi on est habitué aussi. Hein, les arches à la Audi, il n'y a pas de voiture qui ne les a pas parce qu'aujourd'hui, c'est le standard, etc. C'est compliqué. Après, quand on fait ce compromis et cette conception rationnelle, qui n'est donc pas du style, mais qui est plutôt une approche design-produit, c'est vraiment 2 approches complètement différentes. Dans un cas, c'est une sculpture, on fait un dessin, puis on change le dessin pour la mettre sur le châssis. Dans l'autre cas, on fait vraiment l'enveloppe par rapport à un package et on est obsédé par l'usage et ce à quoi va servir l'automobile. Ça donne des réponses différentes. Alors, je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer et l'approche produit par rapport à l'approche style, les 2 approches ont le droit de se tromper également. Le fait d'avoir mis du bleu plutôt que du rouge pour un peu adoucir la réaction, ne pas les présenter en couleur foncée. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des gens qui se sont amusés à les mettre en bleu marine comme les voitures qu'avaient Ferrari. Enfin, il y avait plusieurs couleurs, dont un rouge sur la présentation. Hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de... C'est bleu, jaune, rouge. Oui. Mais regardez-les en bleu marine italien ou en vert anglais ou en gris cobalt carbone comme le bateau que vient de sortir Ferrari, un bateau à voile qui ne pollue pas sans moteur, de 100 pieds de long, un truc incroyable. La voiture, elle est belle avec ces couleurs-là. Donc, c'est un compromis. On peut ne pas l'aimer, mais en tout cas, la voiture répond à un programme totalement différent avec une approche différente. Et cette approche radicale, dans une marque passionnée comme Ferrari, forcément, elle pose problème. Ça n'empêche pas la réponse d'être intelligente. Sauf que même l'approche... Sauf que toi, qui es designer, même l'approche produit, elle est ratée, puisque... ils sont contraints par l'aérodynamique pour avoir fait cette forme, et au final, ils nous sortent un truc qui a un CX de 0,25. C'est un des plus mauvais CX de cette catégorie. On n'est pas habitué à ce que Ferrari fasse le moins bien de sa catégorie. Ça n'existe pas. C'est pas une voiture de sport. Mais c'est pas un problème de voiture de sport. Le CX, c'est pour l'autonomie. Et d'ailleurs, du coup, l'autonomie, elle est pas terrible. On va en parler des perfs. Alors, on a bien compris que l'extérieur, on n'est pas tous d'accord. Moi, je trouve que le style d'Apple et des ex-designers d'Apple, la patte des ex-designers d'Apple est beaucoup plus présente dans le design intérieur de la voiture, notamment dans le design mené par Jean-Marie Bataillou, qui est de Love From, que tu connais bien, puisque ça a été pendant quelques années ton étudiant, Jean-Louis. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il a travaillé à nos designs. Il a travaillé dans ton agence, ouais. Qu'est-ce que tu as pensé déjà, toi, Jean-Louis, de ce design? Moi, j'ai trouvé plutôt ça rafraîchissant parce que
à l'instar de Tesla, on nous habitue à avoir un écran central qui pilote l'ensemble des commandes. Et moi, j'aime personnellement pas ça, de passer par un écran pour pouvoir activer la climatisation. Je trouve ça pas très pratique. Là, apparemment, il y a vraiment une démarche intéressante. Et pour moi, je suis persuadé qu'en dans ce design intérieur, Jean-Louis, il y a de nombreuses années d'études qu'a mené les équipes de Hive pour l'Apple Car. C'est clair. Non, c'est évident qu'il y a une culture. Alors, il y a deux choses. Il y a une culture Apple, c'est une évidence. Mais il y a aussi une culture de l'automobile qui commence pas à la voiture qu'on a utilisée pour le permis, notamment pour Jérémy, qui est beaucoup plus jeune que Johnny Ive. C'est-à-dire qu'ils ont regardé, ils ont compris, ils ont fait de nombreuses études de positionnement, de compréhension, d'émotion sur ce qui faisait un bel intérieur de voiture. Et il y a vraiment deux pistes qui s'opposent. Il y a le modèle intégré que Forvia vend à peu près à tout le monde. Enfin, je dis Forvia parce que c'est le sous-traitant français et qu'ils sont très bons. Ils vendent beaucoup à Audi qui a une réputation de qualité. Donc, c'est le modèle intégré. Il y a un modèle un peu plus satellisé qu'on retrouvait dans les voitures anciennes. Quand on voit en classique, on voit les cadrans sont un peu posés comme ça, mais c'est une Bugatti, c'est très beau, avec le volant à branche en alu, les cadrans, etc. Et ce qu'exprime cette chose-là, c'est messieurs du numérique. Pour mettre du numérique dans une automobile, il faut comprendre et aimer l'automobile. On a l'impression que ce n'est pas toujours le cas quand on voit les écrans rentrer en force. Et ensuite, ils ont dépensé une somme de temps sûrement infini dans les finesses d'allumage, d'extinction, de dialogue entre les différents petits écrans dans la voiture. C'est vraiment absolument incroyable. Et c'est une Ferrari, on ne pourra pas se l'acheter, mais le Mercedes qui a beaucoup travaillé, qui a peut-être été le plus loin dans le tout numérique automobile, on est dans une espèce de preuve de savoir-faire, alors que on a amené tout de suite un niveau de maturité qui est assez intéressant. Alors par contre, il y a des designers, dont le grand Jean-Marie Massot, designer français qui a fait quelques voitures, notamment pour Toyota, des concept cars, qui dit oui, c'est pas assez intégré, ça fait un peu poser là, ça manque de cohabitation. Moi, personnellement, je trouve ça, on appelle ça les objets distribués, je trouve ça vraiment bien. Ils se parlent, ils se complètent, et on est dans une voiture qui ressemble à une voiture, en tout cas celle qui me parle ou qui vise des choses, et je trouve ça magnifiquement réussi. Christophe, ce mariage, est-ce que tu le trouves réussi entre l'analogique, le numérique? Les écrans sont ronds, mais c'est des écrans OLED, hein, et puis des matériaux très haut de gamme, l'aluminium qu'on connaît bien chez Apple. Regarde les systèmes d'aération, c'est l'impression qu'on retrouve un Mac Pro. Le volant, lui, c'est vraiment le volant, c'est vraiment l'évocation plus classique de Ferrari. On trouve le volant à branche avec des boutons physiques et non pas des boutons haptiques. Et puis, moi, ce que j'ai adoré, je trouvais très sympa, c'est l'écran central avec cette poignée qui permet de vraiment l'orienter comme on souhaite, jusqu'à cette étonnante clé à encre numérique qui s'éteint une fois qu'elle est enfoncée. J'ai trouvé ça assez étonnant. Et là, il n'y a pas eu tellement de critiques de ce côté-là, hein. Non, c'est sûr et certain. Du côté de l'intérieur, en fait, quand l'intérieur a été présenté, donc on a d'abord parlé du projet Electra, je ne me souviens plus en fait, qui est en fait le package en fait avec les moteurs. Et puis après a été présenté l'intérieur avant l'extérieur. Et quand personnellement j'ai vu l'intérieur, je me suis dit c'est inspiré quand même malgré tout, effectivement, comme tu le dis, le volant, ça fait penser à des Ferrari des années 60-70. Et d'ailleurs, en fait, j'ai été particulièrement choqué du design extérieur parce que je pensais vraiment qu'ils allaient aller nous chercher une berline, une GT de luxe, inspirée des années 70 ou 60. Et là, ça aurait été génial, vraiment génial. Mais bon, soit. Tu as raison, il a super raison. Il y a effectivement une espèce de dichotomie entre l'extérieur et l'intérieur, ce qui est pour moi une erreur. C'est le même cabinet de design qui a fait les deux. D'habitude, c'est pas le cas. Effectivement, d'une marque à l'autre, les cabinets intérieur et extérieur, c'est pas les mêmes. Mais là, c'est le même. Chez les constructeurs. Alors, Olivier, c'est Mark Newson qui a fait plutôt l'extérieur et c'est Johnny Ive. Oui, mais c'est le même cabinet. C'est le même cabinet. Ils travaillent ensemble. C'est Love From. Ça reste. Mais Mark Newson, c'est un designer qui a une carrière solo énorme. Johnny Ive, ils sont copains, c'est la même boîte, mais c'est quand même deux personnalités. Et deux styles différents aussi.
Oui, mais voilà, et du coup, c'est le problème. Et c'est un problème, cela, alors là, pour le coup, qu'il y a chez beaucoup de constructeurs. C'est que souvent, dans les studios de design, tu as l'équipe qui bosse sur les intérieurs, tu as le designer intérieur et tu as le designer extérieur. Et souvent, je trouve que dans les voitures, il n'y a pas de continuité et l'extérieur ne correspond pas à l'intérieur. Un extérieur exubérant et un intérieur sobre. C'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on te dit, on casse tous les codes, on veut pas que ça ressemble à une Ferrari, et à l'intérieur, on te dit, bon, on veut que ça ressemble à du Apple, mais on veut que ça ressemble à du Ferrari quand même. Effectivement, avec le volant, d'ailleurs, je trouve que les branches du volant sont trop fines et du coup ça fait pas si terrible que ça. Les Manettino qui sont vraiment là pour le coup, les Manettino, c'est les petits boutons de réglage qui sont tirés de la Formule 1. C'est les boutons qu'il y a sur les Ferrari F1 et sur toutes les autres Ferrari qui depuis des années ils ont intégré dans les voitures de route de Ferrari, et notamment le Manettino qui est le petit bouton qui permet de sélectionner les modes de conduite et qui est un bouton hyper important sur le volant sur une Ferrari. Même si là on te dit que ça change tout, que c'est pas une voiture de sport, mais on te met quand même un Manettino. Donc tu vois qu'à tous les niveaux, c'est complètement paradoxal cette voiture. À tous les niveaux où tu la prends, c'est paradoxal. Et on a un intérieur qui est un peu Apple. Et moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup une Apple Car à l'intérieur. J'ai l'impression de voir l'Apple Car qui n'est jamais sorti du. Mais totalement. Mais l'extérieur. Mais l'extérieur aussi, c'est ce que je t'ai dit en introduction. Pour moi, c'est une Apple Car. Laurent, pour conclure, et on passe au busomètre. Non, l'intérieur, moi, j'ai vu les premières images de l'intérieur. J'avais l'impression de voir une vidéo d'Apple en disant, mais bon sang, voilà, les 10 ans de travail autour de ce projet Titan qui a coûté 10 milliards de dollars. On en a là, voilà, il est parti avec les plans. Ça n'a aucun sens. L'écran que tu tournes d'un côté et de l'autre, ces gadgets, ça n'a aucun sens. Quelque chose de flottant dans une voiture, ça n'a vraiment aucun pas le truc. Ça n'a aucun sens. Ok. Bon, on va voir si l'avenir vous donnera raison. On n'a pas fini de parler de l'Apple Car et de l'affaire Eluce, mais on essaie de plus orienter Apple Car, les amis, dans la deuxième partie, pour garder une partie de notre public. On s'intéresse maintenant à une actu 100% Apple, c'est celle du busomètre. Donc Laurent, un busomètre 100% consacré aux annonces de la WWDC qui auront lieu la semaine prochaine, en l'absence de Didier. Donc c'est toi qui t'y colles quasiment chaque semaine maintenant, parce que Didier est en Chine. Didier est arrivé à pied en Chine. Pas en voiture électrique. Et donc, du coup, on attaque. Syrie, pas Syrie, Syrie là, Syrie pas là. Écoute, a priori, tu sais, ça commence toujours, c'est toujours la même chose. Plus tu t'approches de la conférence, plus les infos fuitent. Alors après, il y a des choses, tu sais, c'est un mélange les Anglais ils disent de wishful thinking, c'est-à-dire de prophétie autoréalisatrice. Tu espères que ça va sortir. Il n'empêche quand même que on a des choses et on a une confirmation. Entre autres que Siri serait autonome, serait une application à part entière, serait un agent, serait connectable, donc on pourrait avoir des surprises. Il serait tort. Comme Gemini aujourd'hui ou oui, quitte à ce que derrière il appelle ces modèles-là. Donc, tout à fait. Mais il sera dans la Luce ou pas? Écoute, vous avez tous dit, vous avez tous depuis tout à l'heure, enfin tous, c'est Christophe et toi, parce que mais vous avez blablaté. La seule chose qu'il fallait dire, et c'est quelque chose que je trouve frustrante, c'est qu'à ce prix-là, on n'est pas de la conduite autonome et qu'il n'est pas payé pour avoir de la conduite autonome auprès d'un expert. Revenons. Mais une conduite autonome dans une Non, on est dans le busomètre, les amis. Ça cible des patrons de la tech. On est dans le busomètre et c'est une partie qu'on peut regarder à part de l'émission, donc on reste dans le busomètre. Allez, on enchaîne. C'est pour donner envie. Je te répondrai après. Si vous voulez parler de la Ferrari, il faut regarder le reste de l'émission. Siri AI. Écoute, donc je t'ai dit, Siri, on a donc pas... Donc là, la promesse du Siri avec Gemini intégré, c'est bien ça, devrait, et c'est l'annonce principale. Enfin, on devrait avoir un Siri qui marche, en fait. On devrait avoir un Siri qui marche mieux. On l'attend. On l'attend, on en parlait tout à l'heure lors d'une autre émission, donc voilà. Écoute, après, ça sera sûrement de lier à toutes les fenêtres, et donc la deuxième annonce, qui est autour de la photo. Donc, on aurait une application photo revisitée. C'est pas du luxe non plus. Où on aurait...
un bouton photo, un bouton vidéo et un bouton IA. C'est-à-dire que là aussi, Apple était très en retard. Je ne sais pas si vous en avez fait le constat, Jean-Louis ou Cyril, vous êtes un peu moins nombreux, un peu moins souvent avec nous, qu'en matière de traitement automatique IA des photos, Apple était en retard, notamment par rapport à Android et Samsung là, sur ce point-là. Moi, je vais jamais pour la retouche automatique. Moi, je vais jamais sur Android parce que j'aime pas du tout Android. Mais je viens de passer 3 semaines au Japon où j'ai fait beaucoup de photos, où j'ai passé pas mal de temps quand même à corriger. Et honnêtement, je vous trouve un peu dur quand même avec le module photo d'Apple parce que je peux vous montrer, j'ai effacé des trucs, ça a plutôt pas trop mal marché quand même. Ils ont fini par progresser, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Mais j'attends quand même, par exemple, j'attends Siri, un vrai Siri, là pour le coup. Jean-Louis, un petit mot rapide. Non, je suis assez d'accord avec Cyril sur la qualité. La qualité d'une photo, c'est pas que de la pure technique, c'est aussi un peu de culture, des choses un peu à la marge, des choix. Et Apple est assez fort là-dedans. Moi, ce que j'attends de la WWDC, c'est surtout de réparer ce qu'ils ont cassé avec leur dernière interface où ce qu'on faisait en un clic, on le fait en 3 clics, et ça, c'est insupportable. L'IA, je peux m'en passer, mais par contre, une interface qui marche, ça, je ne peux pas m'en passer. Habile transition pour iOS 27. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Habile transition pour iOS 27. Donc, a priori, ce qu'on aurait dans iOS 27, c'est, bon, on le savait, on savait que et iOS et macOS, dont on va parler juste après, ça serait sur une approche un peu de consolidation de tout ce qui a été fait. Et a priori, une grosse partie de choses serait sur des corrections de petits problèmes qu'ils ont créés avec iOS 26. Donc, on aurait une consolidation orientée autour des usages, une amélioration de tout ça. C'est pas mal. Alors, a priori, pour rebondir... Oui, tu voulais dire quelque chose. Ils l'ont viré, non? Celui qui avait fait le... Alandai? Oui, qui avait fait oui, tout le à fait. liquide, non? Il est parti, il est parti. Il est parti chez Il a été Meta. exfiltré. Donc, c'est une Il a nouvelle été ère. exfiltré chez Meta, ouais. Alors, on le présentait comme le père de Liquid Glass, mais apparemment, Apple ne ferait pas machine arrière sur Liquid Glass. Il irait peut-être même encore plus loin dans cette version d'iOS 27, mon cher Laurent. Oui. Ils iraient tout à fait beaucoup plus loin. Donc, ça ne veut pas dire que tu vois, c'était pas forcément... moi, Non, je il trouve corrigerait quand même pas mal de ressentis liés au visuel de Liquid Glass. Moi, j'utilise le mode intermédiaire de Liquid Glass, comme je pense beaucoup d'entre vous. Je trouve ça pas si mal quand même. On s'y habitue. Il y a quelques effets liquides qui sont assez intéressants. Moi, il y a un truc en revanche mais ça a changé depuis bien avant Liquid Glass, c'est quand ils ont passé, maintenant, quand tu fais recherche, c'est en bas, c'est plus en haut. Et pour y accéder direct. Et ça me perturbe, mais d'une force. Y compris dans les settings et dans les paramètres et tout. Dès que tu cherches un truc, je vais tout le temps en haut et en fait, c'est en bas. Christophe, d'un mot peut-être? Non, mais oui, écoute, je pense que oui ou non effectivement, avec le précédent iOS, ils avaient imposé Liquid Glass. Je pense que certes, ils vont le consolider, mais c'est aussi un petit retour en arrière dans le sens où ils parlent de diminuer, d'augmenter plutôt l'opacité malgré tout, pour augmenter la lisibilité. Donc, est-ce qu'on doit dire en fait qu'ils vont aller plus loin dans Liquid Glass? Je pense juste qu'ils vont le raffiner et faire en sorte en fait que ce soit plus lisible, quoi qu'il advienne. Et puis aussi que ça consomme moins de temps et d'énergie en fait pour le processeur, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un vrai cauchemar pour un processeur mobile. Ouais, je suis d'accord avec un truc qu'a dit Christophe là. Par exemple, moi j'ai beaucoup de problèmes de brightness, de luminosité, notamment quand je le mets en mode nuit sur la tablette, sur le chargeur MagSafe. Sur le MagSafe, quand je l'enlève après, il se met en mode hyper sombre. C'est des bugs que j'ai souvent et il se met souvent en mode hyper sombre. J'espère qu'ils vont corriger tout ça. Un gros travail de consolidation donc cette année, Laurent. Ouais, écoute, de la même manière sur macOS 27. Espérons que chapitre suivant. Espérons que ce soit le Snow Leopard. On n'a pas trop d'infos. Voilà, gagnant consolidation. On a aussi exactement la même chose. Donc en fait, un des meilleurs OS, si ce n'est le meilleur OS de Mac
des 20 dernières années, c'est Snow Leopard, qui est sorti après Leopard, et qui était la consolidation de tout ce qui avait foiré dans les évolutions successives. Et c'est vrai que Snow Leopard, c'était une machine d'une terrible robustesse. Et là, macOS 27 aurait cette même volonté d'approche de faire que ça soit la correction de tout ce qui ne va pas. Sachant que dans macOS, il y a une rumeur récurrente cette année de l'arrivée d'un MacBook Pro Ultra qui serait notamment, je cite, tactile. C'est un truc que j'attends depuis 15 ans, depuis que l'iPhone existe, 20 ans que l'iPhone existe. Et les rumeurs sont solides, visiblement. Ouais. Donc, je ne sais pas si dans macOS, il devrait y avoir quelques traces. On ne peut pas introduire une fonction tactile dans macOS sans prévoir des modifications d'interface, mon cher Jean-Louis. Pardon ? Tu ne peux pas introduire des fonctions tactiles dans macOS si un MacBook Pro Ultra arrive tactile sans prévoir des modifications de l'interface. Oui, c'est une évidence, mais j'ai envie de dire, et je souscris à ce que dit Laurent. Là, l'idée, c'est consolidation, arranger l'appli photo. On n'a pas besoin de mettre 4 roues sur un téléphone ou de faire ceci, cela. Enfin, sur un ordinateur, on a surtout besoin de... Si, un Mac Pro, c'est sympa les roulettes. Ouais, non, mais oui, puis ça relancerait le débat sur les Ferrari, roulettes, à combien elles Apple étaient 300 euros, ça sympa. Mais c'était en aluminium. Retrouver un peu la machine fluide qui marche bien et qui nous donne le sourire, quoi. Ouais. En revanche, je trouve avant de partir dans des nouveautés. En revanche, je trouve que ça a été un coup de génie de passer tout avec le même numéro. Et le numéro de l'année. On arrête de s'en mêler les pinceaux. Bon, ils ont juste un an d'avance, hein. On est un peu en 2026, mais bon. Oui, mais... Il sort en novembre. Donc, oui, mais tu vois, là, en écoutant Laurent faire le visomètre, par exemple, on se rend compte que tu vois, c'est très clair, iOS 27, macOS 27, visionOS 27, tu sais que c'est la même génération et tout ça. Christophe. Oui, macOS 27, c'est aussi l'arrêt du support des processeurs Intel. Tout à fait. Donc, la fin d'une époque. époque. Consolider vraiment macOS. Et donc, je suis moi allé voir, parce que depuis la dernière version bêta, tu as un message qui apparaît dès que tu lances une application. Attention, cette application ne sera plus supportée dans la prochaine. Et donc, ce matin, je suis allé regarder. Et j'en ai plus qu'une. Bon, ça va. Pourtant, regarde, tu connais. Là, il a ouvert son dock, il y a 82 applications d'ouverture. Lancé. La version est un malade. Activé. Il a beaucoup de mémoire, dirons-nous, dans son ordi. On termine par visionOS 27. Pourquoi c'est important cette année de suivre particulièrement visionOS 27 ? Pourquoi tu as fait ce choix-là, mon cher ? Alors, visionOS 27, c'est intéressant parce que d'abord, tout le monde a sorti ses lunettes. Donc, on n'attend plus qu'Apple. Alors, est-ce que ça sera l'Apple Car qui sortira pas ou pas ? Mark Gurman a sorti ça. Mais c'est là où c'est intéressant. Ouais. C'est que Mark Gurman a parlé et du coup, tout le monde est en excitation suite à... Donc, après notre émission la semaine dernière. Exactement. Donc, il a écouté. Donc, je vous recommande d'aller voir l'émission de la semaine dernière sur le sujet. Pour une fois, on a en avance de Mark Gurman. Incroyable. C'est le talon de la programmation, ça. Exactement. Et donc, non, la bonne nouvelle, c'est que a priori, il y a des choses qui se confirment. La mauvaise nouvelle, quand même, c'est qu'il y aurait un glissement vers fin 2027. Oui, plus tard que prévu. Plus tard que prévu. Y compris pour visionOS. Exactement. Donc, du coup, ça voudrait dire qu'il y a peut-être quelque chose, et ils attendent le décalage parce qu'il y a quelque chose qui pourrait sortir. Allez, d'un mot. Juste pour la conclusion, il y a quand même Christophe Campos qui dit au lieu de dire en l'absence de Didier pour le busomètre, Olivier devrait dire en présence de Didier les rares fois où il est dans l'émission. C'est vrai. On l'aime bien. D'un mot, Jean-Louis, les expériences qui ont été menées dans visionOS, tu crois vraiment que c'est un laboratoire ou c'est quelque chose qui est au long cours ? Débrouille-toi avec ça. Non, mais je pense que c'est le sens de l'histoire et c'est un bac à sable pour plein de choses. Des lunettes extrêmement sophistiquées comme on a là, jusqu'à des lunettes telles que j'en porte. C'est la vue, c'est un des sens principaux. Les iris servent à plein de choses, par exemple dans les avions de chasse aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison. Et le produit qu'on invente, qu'on sort et qui marche, c'est quand même assez rare. Et donc il faut travailler. Et on ne peut pas travailler sans les gens qui vont les utiliser. Donc, Apple n'est plus « je cache tout, puis je sors et ça marche ». Là, on est dans quelque chose d'un peu plus modeste, mais je trouve ça intéressant. Je l'ai un peu utilisé, je trouve ça vraiment étonnant dans certaines applications de conception à échelle 1, par exemple. Mais on est tous d'accord que c'est trop gros, c'est trop lourd, ça nous rend un peu ridicule, ce qui est un facteur de succès pour l'adoption des applications. Donc,
je souhaite voir tout ça dans mes lunettes. Voilà, c'est tout. Merci Jean-Louis, merci Laurent pour ce busomètre. On se retrouve la semaine prochaine en l'absence de Didier. Exactement. La semaine prochaine, elle va arriver rapide, parce que c'est lundi prochain. Soyez au rendez-vous pour la conférence développeur. Nous serons en direct et en public. Vous pouvez vous inscrire sur contact@onrefaitlemacom. 2 réactions. On revient au sujet principal de cette émission, à savoir l'Apple Car, alias la Ferrarucci. Réaction très critique de Léon sur X. Léon, il dit c'est de la merde en bas. Alors, si j'ai mis 3 petits points, c'est que je ne veux pas être banni de YouTube. C'était pour que les équipes mettent un bip, mais il fallait que je mette le cœur. Je voyais, tu vois, comment il s'appelait la cuisine, là. Jean-Pierre Coff. C'est de là. Voilà. Et ne devrait pas avoir le droit de porter le Cavallino. Et Ferrari, c'est d'abord un moteur, pas une pile. Je pense qu'il a raison. Mais bon, on a Sébastien Ponto qui lui dit... Très intéressant, sa réaction. Une voiture électrique de plus, sans âme. Alors, est-ce que c'est pas le fait finalement que ça soit tout simplement une voiture électrique, peu importe son style, qui pose problème? Est-ce que Ferrari peut sortir une voiture électrique? Est-ce que aujourd'hui c'est compliqué de vendre une voiture électrique? Est-ce que c'est une des raisons qui explique que Tim Cook a choisi de ne pas lancer cette Apple Car? On va essayer de comprendre ensemble et étudier ce bad buzz. Johnny Ive, victime d'un bad buzz, critique en rafale sur les réseaux sociaux, se moquant du design. Regardez cette référence à la Magic Mouse pour recharger la Luce, la Luce. Donc elle est carrément posée à l'envers avec le câble Lightning à l'intérieur. Enfin, c'est juste très cruel, mais très, très juste. Le plus cruel, regardez pour les designers d'Apple. Alors ne regarde pas, Jean-Louis, ferme les yeux. C'est cette vidéo sur Insta, regardez, ça pique. Alors ça, c'est un petit inventaire à l'après-vert, mais on peut continuer assez longtemps. Les critiques acerbes, notamment du patron de Ferrari, Luca Di Montezemolo. C'est vraiment une icône en Italie. Ça a été le patron de Ferrari pendant des années. Regardez ce qu'il a déclaré, et c'est pas piquer des verres. Se dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo. Ma lo possiamo dare? Spero che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Che dobbiamo fare con la Cina? Che dobbiamo fare con la Cina? Cosa dobbiamo fare? Con la Cina. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno. Non avranno più. Je résume, si je dis ce que je pense, je n'irai à Ferrari. Il y a un risque de destruction d'une légende. Je suis désolé, mais je suis très très triste. J'espère qu'au moins, ils enlèveront le logo du cheval cabré de cette voiture. Alors les amis, après cette intervention énergique, question simple, est-ce une erreur de casting d'avoir donné à Johnny Ive et les designers de Loveform de designer cette voiture? Est-ce qu'il fallait rester dans le sérail du monde automobile? Le design automobile doit-il être réservé aux designers automobiles, mon cher Jean-Louis? En essayant d'être relativement bref. Ouais, c'est impossible pour moi, mais alors d'abord, les polémiques Ferrari, elles ne sont pas nouvelles. Quand la Dino Ferrari, enfin la Dino a fait un badge Fiat, ça a grogné. Aujourd'hui, autant le modèle Fiat que le modèle Ferrari, qui ont 2 designers différents, sont appréciés. Donc c'est pas nouveau et c'est normal. Alors que c'est une icône aujourd'hui, la Dino. Alors que c'est une icône aujourd'hui et qu'elle vaut relativement cher, même en Fiat. D'ailleurs, j'ai trouvé, il y a des gens qui ont dit en commentaire, ils auraient dû l'appeler Dino, cette voiture. Créer une marque intermédiaire. C'est un jeu de mots, en plus. Et c'est ce que je disais. Jean-Marc Gady, qui est le designer français qui fait tous les lieux de vente Apple et qui est toujours à quelques générations d'avance sur ce qu'on connaît, disait j'aime bien les gars d'Apple, évidemment, j'aime bien Johnny, évidemment. Peut-être eût-il fallu appeler d'une autre marque, Cavallino, en enlevant le rampante, pourquoi pas Dino, comme tu le dis Cyril, pour éviter d'être frontal comme ça. C'est une option peut-être. Ça a été malin, effectivement. Et tu sais comme a fait Audi en Chine. Tu sais qu'Audi a lancé en Chine une marque Audi sans anneau, juste Audi 4 lettres. Donc comme premium. Tu dis, ils auraient pu faire le Cavallino, par exemple, exactement. Alors, est-ce qu'un designer tech est un designer automobile? Est-ce que ce n'est pas un métier à part entière? Est-ce que tu peux accepter ces critiques en disant...
C'est un métier. Est-ce qu'un designer de tech a l'habilité, le savoir-faire? Tu le disais tout à l'heure, Mark Newson, il a produit des concept cars. Hein. Avant d'être un designer de tech, Johnny Ive, et surtout avec le père qu'il avait, et Mark Newson sont designers produits. C'est-à-dire pour eux, il y a une dimension usage, forme-fonction. La forme doit être en rapport avec la fonction. Il faut une espèce de cohérence dans l'ensemble. Dans l'histoire de l'automobile, il y a eu ce type de design. La Jeep, la Méhari, Jean-Louis Barrault, designer de selle de Moulinex, il faisait du plastique, il a fait une voiture en plastique. L'Audi A2, qui était une voiture un peu portée par les... Plus gros flop d'Audi. Mais peut-être, je parle de mode de conception. Ouais. C'est les designers intérieurs qui étaient portés sur l'usage et une forme de conception raisonnée sur lequel on a le pouvoir, parce que les sculpteurs qui font les styles carrosserie ont le seul pouvoir de décrire ce qu'ils ont dessiné et des reflets qu'ils génèrent. Les designers intérieurs font des choix plus radicaux, donc ils sont généralement plus capés en termes de raisonnement et de résistance face au marketing. Et donc l'Audi A2, il y en a d'autres. Il y a Stark qui avait fait la Moto Guzzi et qui avait fait une moto qui était assez jolie. Oui, Aprila. Qui était assez riche. Dans les années 90-2000. C'est un collègue de l'école, donc la même école que Jérémy Bataillou. Et c'est des gens qui abordent le design autrement. Alors, dans la grande culture automobile telle qu'on la connaît depuis qu'on fait des carrosseries, on peut se dire non. Mais ça a quand même produit beaucoup de voitures de légende, hein, la Jeep, la Méhari, la Minimoc, etc., etc. Puis il y a des designers, des ingénieurs techniciens qui ont cette culture du design produit. Alex Zigonis sur la Mini, la Minimoc après, etc. Bon, donc c'est un choix. Et sur cette voiture différente où l'usage est important, où, comme disait Laurent, on vit avec la tech dans une vie complètement fluide, différente, etc., bon, ils ont pris ce qu'ils pouvaient avoir de mieux. Que le design ne plaise pas, qu'on trouve des incohérences, qu'elle soit trop jouée. Certains ont même parlé d'auto-tamponneuse ou de Playmobil. Je veux bien l'entendre, je peux le comprendre. C'est pour ça que je dis regardez-la dans d'autres couleurs, notamment les couleurs foncées. C'est un débat. Après, personne ne nous oblige à acheter une Ferrari à 600 000 euros. Bien que Ferrari, tout le monde ait un avis sur Ferrari, c'est ce qui est extraordinaire avec Semar, c'est ce que je disais à Christophe en ouvrant l'émission, c'est que Ferrari, c'est une marque très chère, mais qui est à la fois très, très, très populaire, quasiment une religion. Donc c'est fascinant. Donc c'est plus dur pour eux. Ça nous rappelle une autre marque, et c'est vrai que même si ce n'est pas les mêmes prix, mais dans la tech, les aficionados d'Apple, ils ont la même réaction. Exactement. Et on l'a vu notamment lorsqu'ils ont sorti le Liquid Glass, notamment. Alors, tu disais en préambule de cette émission que c'est pas vrai, ils ont déjà travaillé sur l'automobile, notamment Mark Newson. La voici, la Ford, le concept car de Ford par Mark Newson. On retrouve quelques éléments, même si de modèles qui n'ont rien à voir, notamment les portes antagonistes qui sont communes à la Luce. Très original, hein, et très sympa. Oui, très sympa. Et que tu as sur la Puro Sangue, hein. Tu as des portes antagonistes sur le Puro Sangue. Hein. Et puis au-delà, il faut le rappeler, il y a Christophe au sommet de la pyramide de Ferrari, Flavio Manzoni, qui est le centre de style Maranello. Rien ne sort de Maranello sans son accord. Et là, il a dit oui, le garçon. Hein. Alors, peut-être qu'il avait un revolver sur la tempe, mais... Oui, il n'a pas spécialement dit oui, parce que si vous regardez l'interview qui a été réalisée de Flavio et de Jonathan Ive, globalement, tu ressens, et c'est ce que disait Cyril en début d'émission, tu ressens en fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas été naturel. Tu vois, c'est par la youtubeuse, là, elle est incroyable cette interview. 50 minutes, génial. 50 minutes, et il y a un truc que je trouve hyper intéressant, justement. Tech, hein, comme quoi on est tout à fait intéressant. Tout à fait. Et il y a un truc que je trouve très intéressant. Pas hasard que ce soit une youtubeuse tech, encore une fois, sur le cible le public chez. Non, il n'y a aucun hasard dans toutes ces... Non, mais c'est pas un hasard. Oui, totalement. Tu as entièrement raison. Il n'y a aucun hasard là-dedans. Les youtubeurs tech, y compris français, ont été privilégiés aux journalistes traditionnels. Notre pote JB, Romain Lannery, qui a d'ailleurs fait une vidéo que moi je trouve assez... pourtant, j'adore d'habitude ce qu'il fait. Je trouve que... Il a aimé apparemment le concept, c'est ça ? Il a aimé, mais bon...
bref, ces arguments, on a l'impression que c'est vraiment si on n'aime pas, lui a aimé, et si nous on n'aime pas, on est des boomers, quoi. En gros, j'ai trouvé ça un peu moyen. Il est sur le positionnement de notre ami Laurent. Mais il y a un truc hyper intéressant dans cette interview, c'est que justement, elle demande à Johnny Ive, elle lui dit, et on parlait des boutons tout à l'heure sur les écrans, et moi perso, maintenant je trouve ça ringard les boutons dans une bagnole. Tu veux passer par les écrans, toi? Oui, et tu disais par exemple la clim, tout le monde me dit oui, mais les boutons, t'as pas besoin l'écran, tu es obligé de regarder, de quitter le regard de la route. C'est pas vrai. Les boutons, même si tu sais où ils sont, tu es obligé de regarder. Et particulièrement la clim. Si tu veux régler ta clim, tu dois regarder. Le nombre d'accidents qu'il y a eu où les gens regardaient leur radio, étaient en train de régler leur radio ou chercher un morceau, quoi que ce soit, ça prouve que même avec des boutons, c'est... Donc moi, je suis... Et ce qui fait qu'un écran, tu peux faire du tout écran sans bouton, c'est qu'il faut que l'interface soit bonne. C'est ça le truc. En fait, c'est pas est-ce qu'il faut des boutons ou pas de boutons. Moi, je trouve qu'il faut... est très réussie de l'intérieur. Je trouve la trop magnifique. Après, je sais pas, je l'ai pas testé. Et la vraie interface qui fait référence, c'est celle de Tesla. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Ah bah si. Ne serait-ce que pas. Regarde la clim, par exemple. C'est eux qui ont inventé le système où avec le doigt tu gères les flux, bah ça t'évite, tu vois, d'être distracté, d'aller chercher les bus d'aération. Les yeux fermés. Et donc, elle dit à Johnny Ive, elle lui dit, parce que Johnny Ive dit, bah oui, on a voulu conserver des boutons. Et elle lui dit, mais c'est quand même bizarre que vous, qui avez inventé avec Steve Jobs l'écran tactile, qui avait enlevé les boutons du téléphone portable, vous vouliez en remettre dans la voiture. Eh ben, je trouve que sa question était hyper pertinente et je trouve que c'est très bizarre. Et je trouve que c'est très bizarre parce que en même temps, ça se veut un peu Apple. Mais en même temps, voilà, c'est tout ce que je dis depuis le début, c'est que cette voiture, elle ne sait pas où elle est en fait. Elle est entre Apple et Ferrari, elle est entre un SUV et une berline, elle est entre une voiture avec des performances, mais en même temps, elle se fait dépasser par toutes les autres. Elle n'a aucun sens, cette voiture. Brièvement, je sais que Jean-Louis, mais il faut vraiment... Allez, je sens que tu veux réagir, mais vraiment très vite. Non, l'industrie automobile en général revient en arrière parce que les écrans tactiles, ça marche pas. Il y a des données physiques, il y a des gens dans les universités qui cherchent. Dans les avions, les non-boutons, les glaces cockpit, il y a toujours des commandes. Donc c'est quelque chose d'assez balisé, documenté. Mais en plus, d'un point de vue purement émotionnel et purement amour de l'automobile, ça crée un environnement qui est beaucoup plus flatteur et valorisant. Tesla est cité en modèle comme en fait, c'est une magnifique interface de photocopieur, mais si j'achète une voiture, j'ai pas envie d'avoir une interface c'est un avis. Non, c'est pas un avis. Non, toi, c'est un avis. Non, moi, je trouve ça perso, je trouve ça. Moi, j'aime bien je suis un fan de design aussi. Je suis pas designer, mais je suis un fan de design. J'aime que tout soit épuré. J'adore le Bauhaus et les boutons. C'est complètement à l'encontre de ça. C'est Google, l'interface de Tesla, c'est du Google blanc. Il y a pas de graphisme. Ça vient comme ça peau. C'est franchement. Il y a Mercedes. On peut dire, voilà, Mercedes a vraiment travaillé. Ils sont vraiment bons. Audi a essayé de faire des trucs, BM, mais Tesla, oui, l'écran il est spectaculaire, il est grand. Mais à part ça, alors assez pareil design. Je suis d'accord avec Jean-Louis, mais quid de la réaction du marché cette fois, mon cher Laurent, suite à l'annonce de cette voiture? Mais on s'en fout la réaction du marché. Non, mais ça m'intéresse que tu développes. Après, tu te diras après. À Milan, l'action Ferrari a terminé avec un recul de 8,4% le jour de l'annonce de la Luce, tandis que le titre coté à New York a perdu 5%. Bien sûr, mais si le marché, c'est un marché d'anticipation. Donc c'est pas le jour de l'annonce. Le marché, ça veut dire qu'il avait anticipé. Non, mais c'est quand même intéressant de voir que la réaction du marché est intéressante. Moi, ce que je trouve intéressant, et là je me tourne vers les spécialistes de l'auto et de Ferrari parce qu'ils ont dans leur garage au moins 5 ou 10 Ferrari, on peut le dire. Tu es venu en Ferrari aujourd'hui, bon bref. Bien sûr. On lance des rumeurs. Plus sérieusement, on sait qu'aujourd'hui, il y a
des gens qui achètent une Ferrari pour investir dans une Ferrari, car généralement, c'est un produit qui ne décote pas ou qui décote peu. Là, on peut se poser la question. J'ai une réponse. C'est Porsche. Je veux dire, une Porsche, jusqu'à il y a encore peu, ça décotait quasiment pas. Les Cayenne, mais une 911, ça décotait. C'était des Audi, des Volkswagen, pas. C'est un peu normal. La Porsche Taycan, c'est une des voitures qui décote le plus Tu penses qu'elle va décoter, celle-là, cette Ferrari-là? Parce que je vous rappelle le prix, 500 000 €. Il y a déjà une chose. 540. Il y a déjà à 50 000 € près. Ce qui permet à une voiture de garder la cote, c'est aussi après, quand elle devient vintage, c'est sa durabilité dans le temps. Une voiture électrique, on le sait, avec les batteries, il faudra changer les batteries régulièrement. Elle n'aura aucune durabilité dans le temps. Régulièrement, tu vas un peu fort. C'est tous les 10 ans. Attention que faire. Oui, mais la Cyril, par vite, contre. Moi, je suis une Tesla Rossa, il fallait descendre le moteur pour changer presque tous les ans pour changer la courroie de transmission, tu vois, distribution. Ok, mais C'était, je te dis, t'imagines de faire tomber un Mais là, c'est comme changer une batterie d'iPhone, c'est pas tu changes un moteur. Alors, comment aujourd'hui, Christophe, j'allais dire Apple, mais c'est freudien, Ferrari peut justifier un prix d'appel de 550 000 € pour une voiture qui, on va parler des performances, n'est pas une supercar et n'offre pas de meilleure performance qu'une super Xiaomi vendue aujourd'hui. Alors attends, elle n'est pas une supercar, elle fait quand même 1000 chevaux, 1050 chevaux. Au-delà de 1000 chevaux, normalement, tu es dans les hypercars, tu n'es même plus dans les supercars. Elle fait 0 à 100 en 2 secondes 5. Alors, ok, une modèle S-Plaid fait mieux, mais ça reste quand même, je peux te promettre... Ça ne vaut pas 550 000 €. Mais ça ne vaut pas 550 000 €, ça c'est sûr. Là, je suis d'accord avec vous. Il y a un positionnement. Pour moi, cette voiture, elle est parfaite pour répondre à une cible, pour aller attaquer un nouveau marché, pour se différencier, pour tester, tester du design. Il y a quand même une erreur de prix. Je pense qu'elle est... du coup, ça ne va même pas donner sa chance au produit parce qu'elle est juste hors de prix. Elle aurait été à 200, 250 000. Elle aurait été 2,5 fois plus chère qu'une Tesla. Il y aurait eu un côté premium. Tu vois, une Tesla, ça vaut 100 000. Mais là, Laurent, ça vaut 200 000. Laurent, tu veux la vendre aux milliardaires de la Californie. À un moment donné, il faut te positionner. Mais ils ont prévu de n'en vendre que 1000 par an. Mais à un moment donné, il faut quand même être capable de la vendre. 1000, c'est énorme pour Ferrari. On peut prendre une référence. On peut prendre une référence. C'est le Purosangue, qui est à peu près dans les 400 000. 400 000, une paille auquel il faut rajouter, on sait, 500 000 €. Tu as au moins 50 000 € d'options. Oui, sinon c'est pas drôle. Tu la personnalises pas un peu. Mais le Purosangue, il y y en a eu très peu. Celle avec laquelle tu es venu tout à l'heure était très belle. Il y a eu très peu de produits. Donc il y a quand même eu un phénomène de rareté qui fait que d'ailleurs aujourd'hui un Purosangue qui se vend les 400 000, ça vaut 600 000 si tu en veux un aujourd'hui, parce qu'ils ont arrêté très vite la production, ils en ont fait très peu, mais là ça va pas du tout être le cas. Et donc un Purosangue qui était très rare, hyper attendu, hyper recherché, était à moins cher que cette... J'allais dire cet aspirateur. Non, c'est une blague parce que il y a des voitures électriques que j'adore. Donc là aussi, effectivement, comme disait Laurent, au niveau du positionnement du prix, c'est très spécial. C'est à se demander s'ils ont envie de la vendre, en fait. Il faut quand même amortir, même si c'est des composants qui, je ne sais pas s'ils sont exclusifs à Ferrari, mais ils n'ont pas monté la batterie, je sache. Il y a quand même un coût de recherche et développement. Oui, tu as le coût de recherche et de développement qui doit être amorti sur le nombre de voitures qui va être vendues et qui n'est pas énorme. Pour rappel, à chaque fois que Porsche fait une année de vente de véhicules, ça représente la totalité de l'histoire de Ferrari en termes de vente. Donc juste pour vous donner une idée, donc la Luce, ça va être une partie de ce que vend Ferrari. Et donc clairement, la recherche et le développement doit être vraiment positionné juste sur quelques personnes. Puis il faut payer l'off-from aussi. Et il faut payer l'off-from, exactement. L'autre chose, c'est que Ferrari, pour répondre un petit peu à la problématique qui était soulevée par Cyril, Ferrari garantit les batteries et garantit le fait que tu vas être accompagné sur plusieurs dizaines d'années en termes de changement et au niveau de la batterie et que tu vas toujours pouvoir
upgrader ta Luce avec les dernières générations de batteries. Donc, tu peux très bien avoir aujourd'hui une Luce qui est d'une puissance de batterie X et demain en avoir une qui a une puissance de batterie Y parce qu'elle aura été upgradée. Donc ça, c'est un phénomène qui est intéressant, mais le truc, c'est que quand tu achètes une Ferrari, tu as droit à 7 années où c'est Ferrari qui paye tes entretiens. Et donc, le truc en fait, c'est que d'office, tous ces coûts-là vont forcément se retrouver dans... Ouais, enfin, tous ces coûts-là vont se retrouver sur dans les modèles hybrides actuels. Sur les modèles hybrides actuels de Ferrari, tu as les clients, tu as les possesseurs qui se plaignent parce qu'ils doivent changer la batterie tous les, je sais plus, tous les 2-3 ans ou je sais pas combien, et qu'à chaque fois, ça leur coûte un bras. Ouais. Donc, moi, à mon avis, ce sera pareil sur la Luce, hein, quoi qu'ils disent. Avant de faire réagir... Non, ici, tu as un programme, Cyril, tu as un programme qui est d'office inclus avec le véhicule, et après quelques années, tu payes un prix annuel en fait qui te couvre d'office au niveau des batteries, quoi. Voilà. Réaction sur X, mon cher Laurent. On a Prédhomme qui dit sans doute le futur de Ferrari en électrique, prochaine décennie après 2030. Il va falloir être créatif car les Chinois sont là pour bien moins cher. On va laisser le cours de bourse baisser encore un peu. Mais moi, encore une fois, sur la cible, les gens, ils ont la cible que je vous ai citée tout à l'heure, qui je pense est celle qui a été prise dans l'analyse. Ils n'ont pas envie de rouler, ils n'ont plus envie de rouler en Tesla et ils n'ont pas du tout envie de rouler en chinois. Tu vois ce que... D'accord. Donc, alors, je sais pas. Quand tu as un Yangbang U8, donc le SUV, la U9, justement, c'est l'hypercar qui ressemble plus à ce qu'aurait dû être la Ferrari. Taillé à la serpe. Taillé à la serpe, le 8, quand tu as un SUV aussi, qui est ultra luxueux, parce qu'on parlait de luxe tout à l'heure, qui est beaucoup plus luxueux que cette Luce, qui vaut, de mon souvenir, dans les 100 000 euros, qui, pareil, fait 900 chevaux ou je sais pas combien, qui peut flotter. J'ai vu ton reportage, c'est un truc de fou. Je veux dire, ils ont construit une piscine pour faut pas oublier que quand tu es dans cette cible-là, ce que tu veux, c'est te démarquer des autres riches. Qu'est-ce que tu vas plus prendre une Luce ou tu vas prendre la voiture où tu vas pouvoir dire à tes potes oui mais moi ma voiture je peux flotter avec. Alors quid des perfs de cette Ferrari, pas d'un mot quand même, est-ce qu'elle mérite son cheval cabré ou pas? Ah mais pas du tout. Pas du tout. 100 km/h en 2,5 secondes. Elle se fait déposer par une SU7 Ultra, elle se fait de Xiaomi, elle se fait déposer par une modèle S Plaid. 530 km d'autonomie, 122 kWh de batterie. C'est très peu. Une Tesla Model S, c'est plus de 600 km aujourd'hui. Donc aucune innovation majeure par rapport au marché de l'électrique et les grands Chinois. Non, notamment. la seule chose qu'on ne sait pas, c'est que apparemment les influenceurs qui étaient présents aux essais et tout, comme Marques Brownlee, ont pu rouler avec, mais ils ont un embargo, ils ont le droit de rien dire. Apparemment, les ingénieurs de Ferrari ont quand même beaucoup bossé sur les qualités dynamiques de la voiture. Donc, j'ose espérer, elle a 4 moteurs par roue. Ça, c'est vrai que c'est vachement bien. C'est top. Parce que ça permet, je vais devenir technique, je suis désolé, faire du torque vectoring. Ce qui est moi, j'ai déjà conduit notamment la NSX, qui a été une des premières à avoir du torque vectoring. C'est vrai que c'est assez exceptionnel au niveau la capacité grâce au moteur à faire pivoter la voiture. Au niveau du ressenti, ça donne des tenues de route stratosphériques. Donc, j'ose imaginer quand même qu'elle va avoir un comportement routier un peu Ferrari. Mais sinon, en termes de perf, même un modèle X-Plaid va la déposer. Est-ce que j'avais une pas question la déposer, j'exagère, mais va faire jeu égal, quoi. Ouais. Est-ce que finalement, quand on a un peu de recul, parce qu'on regarde les critiques, finalement, là, on pourrait comprendre les critiques Jean-Louis en disant, elle est où l'innovation en termes, elle est où la performance par rapport à la concurrence? Là, et en fait, c'est pas sur ce critère-là que viennent les critiques. On s'aperçoit que les critiques, quand elles viennent, que le cœur du bad buzz, c'est finalement, on en revient toujours à ce débat qu'il y a au repas de famille le dimanche soir, c'est les pros, ou le dimanche à midi, c'est les pros thermiques contre les pros électriques. Est-ce que Ferrari ne peut pas sortir une voiture électrique? Est-ce que c'est pas ça le crime de lèse-majesté finalement? Au-delà du design, au-delà du Apple Car. Jean-Louis. Sûrement, mais qu'on soit d'accord ou pas, c'est un peu le sens de l'histoire, ou c'est le recommencement de l'histoire, parce que la jamais contente est électrique. Je crois que c'est aussi une histoire qu'on connaît dans la musique ou qu'on connaît dans l'art. Il y a toujours une génération qui pousse l'autre,
la génération qui est poussée, comme celle de Montezemolo, elle est forcément triste et puis dit « vous changez ma vie, vous changez mon travail ». Et puis les jeunes ou les entrepreneurs ou les jeunes Chinois ou les jeunes Arabes du Moyen-Orient ont d'autres aspirations et des produits répondent ou tentent de répondre ou tentent de les séduire avec effectivement de la distinction, de la différence, de l'hyperluxe, de l'hyper-distinction. Et c'est ça le débat, c'est qu'il y a une génération de croyants qui est poussée, non pas par un remplacement de Ferrari, mais par une nouvelle offre. Donc l'énervement, il est un peu hors de propos pour moi, parce qu'on aura toujours des posters de Ferrari dans nos chambres. Enfin, pas de celle-là. Pas de celle-là, justement. Pas de celle-là. Plus que les filles ont toujours des posters de Ferrari dans la chambre, mais pas celle-là. Voilà, c'est tout. Mais ça blesse la marque. Tu ne trouves pas, en fait, qu'un produit peut blesser une marque, malgré tout ? Totalement. Est-ce que le produit blesse la marque, Jean-Louis? La question de Christophe. Oui, pardon, j'ai mon casque qui ne marche plus. Oui, effectivement, c'est la question de la sous-marque qu'on évoquait tout à l'heure. Mais quand une génération pousse l'autre, il y a deux façons de gérer la chose, soit doucement, soit violemment. Et quand la nouvelle génération adhère, eh ben, ça montre qu'on avait raison. Donc, on va le savoir bientôt. Parce qu'elle n'est pas encore en vente. Hein. Non, parce qu'elle n'est pas encore en vente. Et puis, on n'est pas prêt d'essayer, parce qu'elle ne sera pas chez Avis, à mon avis. Elle est en vente, hein, les amours. Enfin oui, les précommandes, mais je veux dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne chez Ferrari, en fait. C'est que des précommandes. Hein. Ok. Ouais. Mais pas pour moi, le vrai élément qui décidera de tout et peut-être d'une évolution de mes propos, de mes réflexions, c'est de la voir en vrai dans la rue. Parce qu'une voiture se voit dans la rue. Je suis d'accord. Ouais. Il faut l'apprécier charnellement avec son corps. Je vais donc me rendre tout de suite à Dubaï ou dans la Silicon Valley pour suivre les conseils de Laurent. Du coup, c'est quand même un coup sévère porté à la, entre guillemets, réputation de Johnny Ive, ce lancement compliqué de cette Ferrari. Est-ce que aujourd'hui, vous regrettez, les amis, que Apple n'ait pas été jusqu'au bout de toutes ces recherches quand vous voyez cette Apple, cette Ferrari Lucci qui n'ait pas lancé leur Apple Car, ce projet Titang sur lequel ils ont dépensé 10 milliards. Quand on voit tout, il y a quand même des choses intéressantes qu'on aurait pu voir à un prix un peu plus accessible, entre guillemets, avec le logo Apple dessus. Et au-delà, est-ce qu'au contraire, vous comprenez pourquoi, à la vue de cette Ferrari, que Tim Cook ait pu avoir peur et renoncer à lancer l'Apple Car? On commence avec Cyril, allez, débrouille-toi avec ça, toi aussi. Ta question est vraiment capitale. Et moi, en fait, cette voiture me fait regretter effectivement que Tim Cook ait sabré le projet. Ouais. Je pense qu'il l'a sabré parce qu'ils n'arrivaient pas à faire... Ils voulaient faire une voiture autonome, hein, moi, de ce que j'ai compris. Ça devait être une voiture autonome. On le voit, les déboires de Tesla autour de ça. Les Chinois, ils n'y arrivent pas trop mal, mais ça reste quand même une autonomie limitée. On voit... Waymo, j'ai utilisé Waymo, c'est assez extraordinaire à utiliser, mais tu vois qu'ils ont quand même des déboires, on l'a vu là. Pour toi, Tim Cook, il n'a pas lancé de voiture parce que pour lui, ça devait être une voiture autonome ou rien. Je pense. Alors, moi, il y a deux choses pour lesquelles je pense qu'il l'a. Milliards. Même si pour Apple, c'est rien. Il l'a pas lancé. C'est parce que je pense qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont vu que l'autonomie, une voiture autonome, c'était un vrai bordel. En plus, je vous rappelle que dès le niveau 3 ou 4 d'autonomie, je crois que dès le niveau 3 d'autonomie, c'est le constructeur qui est responsable de ce qu'il arrive sur la route quand la voiture est en mode autonome. Ouais. Donc, il faut quand même avoir des épaules solides. Il faut avoir des épaules et des reins solides, hein, quand même. T'imagines des accidents avec des enfants et tout ça. Faut assumer derrière. Hein, donc, je pense que soit c'est ça, soit on a vu qu'ils ont essayé de s'associer, je crois, avec Hyundai. Plein de rumeurs là-dessus. Ils n'avaient pas l'outil industriel, ils n'ont pas l'usine. Évidemment. Voilà, Tim Cook, c'est quand même le roi de la supply chain et tout ça. Donc, est-ce qu'il a jugé qu'ils n'y arriveraient pas ? Je ne sais pas, mais du coup, tu te dis, là, quand tu vois ça, tu te dis, ils auraient pu la faire par Ferrari, en fait. Ils auraient pu la faire Stellantis, non, je plaisante. Par Stellantis, oui, mais Ferrari, non. Ils auraient pu la faire par Ferrari avec un logo Apple. Mais
du coup, oui, je regrette quand je vois ça, parce que c'est une Apple Car. Vous me rassurez, la boucle est bouclée. Oui. Pour moi, il n'y a pas débat. C'est une Apple Car. Je suis persuadé même qu'il y a quasiment avec les plans. 90% de ce qu'on voit là, c'est ce qu'aurait dû être l'Apple Car. Donc, c'est un énorme regret. Je pense que Tim Cook, c'est quand même quelqu'un de malin. Je trouve qu'on tape un peu trop sur lui. Vous avez fait des émissions récemment là-dessus. Non. Monsieur Drevet. Je trouve qu'il a été à la hauteur de Steve Jobs. Je trouve qu'on pouvait difficilement faire mieux que ça derrière Steve Jobs. Je pense que s'il a sabré le truc, j'ose espérer qu'il avait des bonnes raisons. J'ose espérer aussi. Mais je regrette énormément. Mais en tout cas, c'est pas une Ferrari. Jean-Louis, ton sentiment, est-ce que tu regrettes que Tim Cook n'ait pas mis la clé il tournait le moteur et n'ait pas lancé sa voiture sur un Apple Car et tout simplement, est-ce que au contraire, tu comprends, vu la complexité du marché, qu'il ne l'ait pas fait? Alors, je comprends qu'il ne l'ait pas fait, mais je le regrette. Elon Musk avait dit faire des voitures, faire des automobiles à côté de faire des fusées, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un enfer. Faire des fusées, c'est facile. Donc, je veux bien croire que c'est le sens de la formule, l'ami Elon. Ouais, il a le sens de la formule. C'est pour ça que je cite. Apple avait approché certains constructeurs, dont des Coréens et surtout le constructeur autrichien Steyr, là, qui fait des petites séries et des choses comme ça. Donc on peut vraiment le regretter. Après, Xiaomi est-ce que le contre-exemple. Oui, Xiaomi a plutôt bien réussi son pas. Le contre-exemple total de ça. Hein. Xiaomi lui a réussi. C'est le problème d'Apple, oui, tout à fait. Xiaomi a aussi une structure d'habitude de sous-traitance un peu plus large que celle d'Apple et de brokers. Donc la structure de Xiaomi n'est pas celle d'Apple. C'est peut-être une des raisons, ou un dynamisme et une prise de risque par Xiaomi, ou simplement un coup de téléphone de Xi Jinping qui a dit au patron de Xiaomi débrouille-toi. C'est aussi une autre possibilité, parce qu'on voit BYD a un petit problème de rentabilité sur ses automobiles, en tout cas en Europe. Quand on voit le coût réel, le prix qu'ils nous les vendent, on se demande qui paye la différence. Donc, en sachant, Jean-Louis, que la boîte chinoise qui fabrique les iPhones, j'ai oublié son nom. Taïwanaise d'ailleurs. Taïwanaise. Voilà. Foxconn. Ils font leur voiture. Ouais. Donc, ils auraient pu la faire pour Apple. Oui, bien sûr. Ils sont en train de faire leur voiture aussi. Hein. Donc, on a vu on a vu qu'Honda et Sony ont aussi Foxconn. On a vu qu'Honda et Sony ont aussi jeté l'éponge. Laurent, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu regrettes que Tim Cook n'ait pas appuyé sur le bouton et lancé cette voiture? Une Apple Car, ça aurait eu de la gueule quand même. Ça aurait de la gueule. Après, je pense que c'est un grand écart par rapport à la philosophie Apple. Je pense que la gestion, tu vois, pareil, j'aurais envie de te dire, il aurait fallu qu'Apple lance une autre boîte à côté. C'est des choses qui n'ont rien à voir, tu vois. Je pense qu'il aurait fallu un modèle 100% autonome pour cela, vraiment un modèle. Je pense qu'il aurait fallu un modèle très autonome, tu vois, tout comme l'iPhone a cassé les codes du smartphone existant, quoi. Le mot de la fin au meilleur d'entre nous, bien sûr, Monsieur Christophe Degrave. Christophe, tu regrettes l'Apple Car et tu comprends que Tim Cook n'ait pas pris le risque de la lancer? Alors oui, je regrette l'Apple Car. Je pense que la Luce, si tu lui retires 400 000 €, que tu lui retires 500 chevaux et que tu lui ajoutes 500 km d'autonomie, et que tu changes le cheval cabré par une pomme, en fait, c'est vraiment l'Apple Car parfaite. Et les essuie-glaces Les essuie-glaces sont extérieurs. Ils ne sont pas cachés sous le capot pour favoriser l'aérodynamisme. Effectivement. Mais donc voilà, ça aurait pu être l'Apple Car parfaite. Maintenant, je pense que en dehors du concept d'autonomie, de la conduite autonome en fait de la voiture, il y a cette fameuse marge en fait que Apple désire dégager sur l'ensemble de ses produits. 40%. Et qu'aujourd'hui, si tu veux sortir une Apple Car, c'est difficile sans doute de la vendre plus cher que 90 000 €, tu vois. Et regarde la Luce en fait à quel prix ils le font.
Ils la font, bon, très certainement parce qu'il y a la marque, mais sans doute aussi parce qu'il y a un vrai coût de recherche et de développement et moins d'unités, comme on le disait. Mais malgré tout, oui, je le regrette, effectivement. Je pense qu'ils auraient pu sortir cette voiture avec moins de chevaux et plus de kilomètres d'autonomie et un prix plus attractif, et un prix premium, comme on le disait aussi, et pas un prix de luxe. Et je pense que ça aurait pu être un carton. Les prochains numéros dont refait le MAC, ils n'ont pas refait la F1, sur le circuit de Mugello, le circuit d'essai de Ferrari, on proposera en exclusivité, bien sûr, le test, je rigole, de la Ferrari Lucio. On demandera plutôt à Cyril de le faire pour nous. Allez, on passe à vos coups de cœur. Cyril, tu as forcément un coup de cœur à nous proposer, une voiture que tu as testée, un produit tech qui t'a fait palpiter le cœur récemment, une série, que sais-je, un artiste, Tim Cook qui prend sa retraite, j'en sais rien. Écoute, moi, un coup de cœur, ça va paraître bateau. Ouais. Mais on a beaucoup parlé de voiture aujourd'hui. Mais bon. Oui, mais c'est le MacBook Neo. Ouais. Je trouve ça incroyable ce qu'a réussi Apple à un moment où on disait justement, et où tout le monde leur tape dessus sur l'intelligence artificielle. Là, ils sortent un truc où ils défoncent tout le monde. Et je trouve que c'est ça vraiment Apple. Et je trouve que pour Tim Cook, comme pot de départ, c'est pas mal. Oui, c'est une belle, beau produit pour fêter son départ. Merci Cyril. Jean-Louis, ton coup de cœur cette semaine? Alors, j'ai essayé de parler pendant tout l'épisode de la différence entre style et design produit. Alors, je vais citer un designer français qui a fait les deux, qui est Jean-Marie Massot, qui a fait un véhicule pour Toyota électrique avec un moteur dans chaque roue déjà en 2015, qui est un véhicule vraiment qui peut être une super Méhari d'aujourd'hui. C'était un proto ou c'était une voiture de série? Non, c'est un prototype. C'était vraiment une réflexion très avancée. Tout est original. La carrosserie est en polystyrène changeable, elle est personnalisable. Enfin, c'est assez incroyable. Et après, il a fait un véhicule beaucoup plus classique, très élégant, qui est un break de chasse. Il n'aime pas les SUV. Et il a fait un véhicule qui est vraiment la liaison entre, on va dire, usage, design, produit et style, où il a essayé d'intégrer toute cette intelligence dans un véhicule qui est très beau. Et ce qui montre qu'on a en France des idées, et peut-être on n'a pas les constructeurs qui prennent les risques pour sortir ce genre de produit, ce qui est dommage. Et c'était pour quel constructeur qu'il avait fait ce design? Alors lui, il avait fait ça pour lui. Donc Jean-Marie Massot, qui est un designer français, qui est vraiment, qui fait partie de la même école que la moto Aprilia ou que Jérémy Bataillou, et qui a disons, quelque chose à dire dans l'automobile de vraiment intéressant. Le break de chasse, moi, c'est le summum du design auto pour moi. Christophe, oui, on ne se refait pas. Christophe, ton coup de cœur cette semaine? Alors, j'en ai deux petits, Olivier. Oui. Tu vas voir, ça va aller très très vite. La première, mon premier coup de cœur, en fait, c'est la chaîne de Cyril, justement, qui est là avec nous. Alors lui, il ne le dira pas, mais il est super courageux parce qu'en fait, il vient de passer sur un modèle, en fait, qui est un modèle où il est entrepreneur, en fait, de sa propre chaîne et de son contenu. Et donc, bravo à toi, Cyril. Je te l'avais déjà dit. C'est super et donc, sympa. allez vous abonner, s'il vous plaît, en fait, sur sa chaîne qui s'appelle Cyril Drevet. Vous allez voir, en fait, il partage sa passion, entre autres, sur l'automobile, et c'est top de chez top. Donc, franchement, il mérite qu'on aille s'abonner. Je te remercie. Et on parle beaucoup de jeux vidéo aussi. Alors, j'ai une autre chaîne jeux vidéo qui s'appelle Télévisateur 2 Néo, en hommage à l'émission que j'avais sur France 2 quand j'étais jeune. C'est vieux que ça. Et alors, je l'ai appelé Néo avant que Apple sorte le MacBook Néo. Donc, je suis tombé assez bien. On mettra les liens dans la description de la vidéo. Christophe, tu avais un deuxième coup de cœur? Oui, le deuxième coup de cœur, alors c'est un adaptateur qui s'appelle GoCoax et qui utilise un protocole, je vais y arriver, qu'on appelle MoCA, et qui te permet de faire passer du réseau Ethernet, donc du réseau informatique, au travers des câbles qui étaient utilisés dans les maisons avant pour la télévision, tu vois. Et donc en fait, il y a plein de maisons des années 80, voilà, il y a plein de maisons des années 80, 90, etc.,
qui ont ce genre de câbles un peu partout. Et il est possible d'utiliser ces câbles-là pour faire passer de l'Ethernet à 2,5 GHz, 2,5 gigabits. Ah oui, c'est pas mal. Et c'est super rapide. Et donc, en fait, franchement, je préconise ça. C'est pour 90 €, tu as déjà un adaptateur. Il en faut deux, évidemment, un qui reçoit et l'autre qui envoie, et réciproquement. Et franchement, c'est très, très chouette pour ceux qui ne veulent pas refaire du câblage dans toute la maison. Le cuivre is back. Laurent, ton coup de cœur? Écoute, on était dans le design, dans l'ergonomie, dans la praticité. Et il y avait une appli que j'aimais beaucoup sur mon Mac qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Bartender, qui permettait de supprimer dans la barre de tâches, parce qu'en fait moi j'ai des milliers de petites applications à ajouter. Tu sais, mais là j'en ai gardé 10, mais du coup j'en ai caché 30. Et un des problèmes, c'est que ça te remplit, il y en a plein, tu peux pas dire de ne pas l'afficher et elles servent à rien. Tu vois, par exemple, l'appli Dropbox, je m'en fous. Oui, je veux la voir si j'ai un problème, voir s'il y a un problème de synchro, mais j'ai pas besoin de voir qu'elle est là quand je travaille. Et le problème de Bartender, c'est qu'ils ont changé l'appli a été rachetée. Les gars ont été un peu pas très très clairs sur qui ils étaient, comment ils allaient traiter les données, comment ils allaient faire. Donc il y a eu un peu de bad buzz sur l'appli, et puis on attendait ça. Et donc il y a un jeune homme qui a sorti une appli qui s'appelait Ice en open source pour jouer la transparence. Mais comme il a arrêté de développer, il y a un gars qui a pris la suite, et l'appli s'appelle Thaw, THAW, et qui te permet de faire exactement. L'avantage, c'est que tu peux la télécharger directement sur GitHub et de voir ce qu'il y a dans le code. Donc tu vois toute la transparence. Voilà. Non, ça fait quoi l'application? J'ai pas compris. Ça te permet de cacher les icônes de ta menu bar en haut à droite. Tu avais compris ou c'est moi? Oui, j'avais compris. Moi, j'avais compris. D'accord, merci beaucoup, Laurent. Je me posais la question, du coup, est-ce que tu aimais quand Apple, sur les MacBooks, tu avais la Smart... La Touch Bar. Je trouve que c'était une bonne idée mal exécutée. C'est-à-dire que c'était une super bonne idée, mais par contre, je pense qu'il aurait fallu l'ajouter en plus d'autres choses. C'est-à-dire que là, on avait envie d'avoir quand même les boutons. Et certains boutons, on avait besoin de cliquer dessus. Et, on revient aux boutons. Mais oui. Comme quoi, Johnny y a réfléchi. Il se dit beaucoup que l'un des pères de la Touch Bar, c'est John Ternus, le futur patron d'Apple, mais bon, passons. Ouais. De mon côté, justement, on reste dans Apple, c'est bien sûr la conférence des développeurs lundi prochain. On vous invite à venir la voir avec nous et la vivre ensemble, la dernière conférence de Tim Cook, ici au Village Baissy à Paris, dans le 8e arrondissement, 55 rue La Boétie, juste à côté de la Ferrari garée de l'ami Cyril. Bon, j'arrête. Voilà, venez vivre ce moment avec nous. Ça finit pareil. Ça finit pareil. La dernière lettre est la même. Oui, c'est plus mini, je sais pas. Mais en 4 lettres. Venez vivre ce moment avec nous. Vous pouvez vivre ensemble. On va passer de 18h à 21h. On va couvrir le live, le commenter. Vous pourrez poser des questions et suivre tout en direct. Et on passera un bon moment ensemble après sur le toit terrasse du village avec un petit cocktail qui sera organisé. Pour vous inscrire, c'est très simple, contact@onrefaitlemacom. Et oui, il reste encore des places. Autre coup de cœur, la petite clé USB-C de SanDisk, c'était le sponsor d'On refait le Mac il y a quelques semaines, mais vraiment, on l'a adopté. C'est la plus petite clé haute capacité du monde avec une capacité de 1 Tera. Et vraiment, si vous voulez acheter un MacBook Neo et vous hésitez parce qu'il n'y a pas beaucoup de RAM, parce qu'il y a un petit SSD, c'est la clé qu'il vous faut. Vous avez jusqu'à 1 Tera de mémoire dans une toute petite clé grande comme ça, comme un petit dongle. Et donc, vous ne l'enlevez jamais du port USB et vous oubliez et vous corrigez le principal défaut du MacBook Neo, la SanDisk USB-C Extreme Fit. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci Laurent, merci Cyril, merci Christophe et merci Jean-Louis. Oui. Jean-Louis, on l'a dégoûté, il est parti. Je crois qu'il n'a plus de batterie. Il n'a plus de batterie sur son iPhone. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, lundi prochain, pour le live de Refait le Mac. On sera en ligne dès 18h. Soyez au rendez-vous sur YouTube pour ce nouvel épisode spécial WWDC pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission. Je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. N'oubliez pas la cloche pour être prévenu en temps réel. Et merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut!